Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Je suis ravie de vous retrouver ce soir accompagnée de mon équipe de chroniqueurs pour décortiquer les sujets de l'actualité brûlante du moment. On commence par vous, Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir Nohad, bonsoir tout le monde. Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir, salam Azoul. Je salue également Faisal Matawi autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nohad, bonsoir Mazouz, amis téléspectateurs. Et il y a également Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nohad, bonsoir messieurs. Alors au sommaire, mesdames et messieurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, inaugure depuis Béchar la ligne ferroviaire Béchar-Abadla et lance le projet du premier complexe sportif d'envergure dans le sud algérien. L'Algérie se mobilise et se prépare à tous les scénarios. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi encadrant la mobilisation générale. On verra concrètement ce que c'est. Nous reviendrons également sur la tournée scandinave du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Ahmed Attaf qui se trouve actuellement à Rome où il a assisté aux funérailles du pape François. Et puis il sera également question de lutte contre la désinformation, un fléau qui menace la sécurité et la stabilité des États. Et enfin, en dernière partie, on parlera de musique, plus précisément de musique symphonique, mais aussi de jazz avec deux talentueux musiciens algériens. Le groupe Tinit sera avec nous. Voilà donc, le décor est planté, messieurs. On va commencer par cette visite du président de la République, M. Tebboune, dans la wilaya de Béchar. Donc c'était une visite effectuée jeudi dernier. Le président de la République a procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets structurants, avec en premier lieu la ligne ferroviaire à Abadla, au sud donc de la wilaya, sur une distance de 100 km. Absolument, c'était un projet très important parce que c'est un projet structurant. Il s'agit d'une ligne qui va lier Béchar à la mine de minerai de fer de Garage Bilet sur 950 km en passant par Hamagir, Abadla, Hassel Khabbi, Oumnassel et toute cette région donc, du sud-ouest algérien. Béchar, c'est une région importante de l'Algérie, c'est la région de la Sawara. C'est une région qui est donc riche en minerai de fer par rapport lié à la région de Tindouf et donc de Garage Bilet. Mais également, c'est une région qui a aussi beaucoup de potentialité touristique, puisque Tarit, la fameuse oasis, est dans cette région. Cette ligne de fer et ce rail, en réalité, est un projet que les gens de la région ont toujours rêvé d'avoir. C'est vrai que, comme le dit le président Abdelmadjid Tebboune, qui a été chaleureusement accueilli, comme on le voit dans les images, par la population de la région de la Sawara, est un rêve qui se réalise. Et donc, en même temps, c'est autant donc, transporter des voyageurs, mais également aussi pour transporter les minerais de fer, une fois la mine de Garage Bilat entrée en production, puisque le minerai donc, va aller de Garage Bilat vers Béchar pour poursuivre le chemin vers Oran, puisqu'il y a une ligne ferroviaire qui lie Béchar à Oran pour l'exportation. Donc c'est un hub, cette région deviendra un hub stratégique, et au-delà de ce projet qui est très important, parce que le transport reste un projet stratégique, le président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite à Béchar, a aussi inauguré d'autres projets, lancé des projets importants, notamment le Béchar Stadium, ça sera l'infrastructure la plus importante dans le sud du pays de ce genre. C'est un stade qui va accueillir 25 000 spectateurs, et on a vu la structure, comment elle est conçue, comment les architectes ont travaillé pour qu'il y ait un très beau stade dans cette région de Béchar. C'était une promesse d'ailleurs électorale du président Tebboune. En plus de cette gare, pour revenir au transport ferroviaire, cette gare d'Abadla qui est très belle, on a vu les images, bien accueillie, moderne, etc. Comme on voit aussi là dans les images sur l'écran, ça veut dire que l'effort de développement des régions, notamment les zones frontalières, se poursuit, parce qu'il y a d'autres projets donc, inaugurés et lancés par le président Tebboune, liés donc, par exemple à l'enseignement supérieur. Et vous savez que dorénavant, les universités, notamment les instituts de médecine, les cours seront en anglais. C'est-à-dire qu'on revient aux normes internationales, parce que maintenant, dans le monde entier, la médecine est une discipline qui est enseignée en anglais. Ça sera donc cette école de Béchar qui va accueillir plus de 2000 étudiants. C'est aussi une demande, c'est une demande des étudiants et de la communauté universitaire de la région de Béchar. C'est autant de projets
important. On peut parler aujourd'hui de wilaya, de région stratégique, Bachar. Ce qu'est en train de faire le président de la République Abdelmadjid Tebboune est une révolution. Clairement, c'est une transformation socio-économique du pays. Le président de la République s'est inscrit d'ailleurs au lendemain de son élection, au premier mandat, où d'ailleurs aujourd'hui c'est une promesse électorale qui est dans le sillage de son programme. Il compte bien effectivement apporter cette équité, cette justice face au développement. Là on parle quand même de Saoura, effectivement, on parle des villes du sud, notamment du grand sud algérien, dans lequel le message clair aujourd'hui qu'on est en train de voir, c'est vous êtes tous égaux face au développement. Exactement. Et aujourd'hui, Bachar, je dirais, jouit de cette valeur ajoutée, notamment ce programme et cette vision, puisqu'on parle aussi de vision, puisque ça a été évoqué par Faisal, tout cet agrégat de stratégie, que ce soit sur le rail, puisqu'on sait pertinemment que le rail est la clé de voûte notamment de tout développement, qui soit économique, social, sociétal. Parce que quand je parle de transformation, elle est aussi de l'ordre, je dirais, de migration urbaine. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un rééquilibrage pour éviter, comme on a pu le voir, en fait, une concentration de la population algérienne vers les villes du Nord. Aujourd'hui, il s'avère que nous avons des opportunités, notamment d'investissement, des opportunités d'emploi, des opportunités de projection, notamment des familles, des cadres, des jeunes diplômés, à aller, pourquoi pas, dans le sud et apporter leur pierre à l'édifice. D'une part. D'autre part aussi, on peut rentrer après dans ce qu'on appelle ce que d'ailleurs le président a qualifié, il fut un temps au mois d'août, la révolution silencieuse. Aujourd'hui, c'est une révolution palpable. Nous voyons aujourd'hui des projets structurants, des méga-projets à forte valeur ajoutée, tant sur l'emploi, tant aussi sur je dirais l'expertise, puisque rappelons que là, encore une fois, le génie algérien a fait son effet. Quand on évoque par exemple la station de pompage, qui s'appelle Guetrani 2, notamment avec plus de 850 000 habitants qui peuvent justement profiter de cette station de pompage, c'est 1,5. Une année et demie notamment de délai, c'est-à-dire c'est un record. Le projet a été lancé au mois d'octobre 2023. Je ne sais pas si vous imaginez effectivement, y compris dans l'expertise et la technologie, nous avons su effectivement démontrer que nous sommes capables, que le capital humain algérien, où qu'il se trouve aux quatre coins de l'Algérie, est capable. Nous parlons effectivement aussi d'une ville comme Bachar qui est un pilier aujourd'hui stratégique, notamment en matière de développement, en matière aussi de transition énergétique, avec la production d'énergie verte, photovoltaïque et l'énergie solaire. Donc vous voyez bien qu'il y a une dynamique favorable portée par une vision, une stratégie, des jalons, une priorisation que le président de la République d'ailleurs l'a rappelé dans son discours auprès de la société civile, qui est d'ailleurs une rencontre, je dirais, protocolaire maintenant, dans tous les déplacements qui soient d'ailleurs sur le territoire ou à l'étranger, comme pour dire effectivement, au-delà des échanges, il y a aussi une entente, il y a aussi une fusion, il y a aussi une symbiose, nous l'avons vu avec le bain de foule dont le président a joui, qui reflète effectivement l'attachement non seulement du président au développement des citoyens et l'amélioration de leur quotidien, puisqu'il l'a rappelé aussi lors du discours, mais aussi à contrario dans l'autre sens, c'est que les citoyens algériens où qu'ils se trouvent, ils ont un attachement fort envers leur président, envers leurs institutions, envers le pays lui-même. Mahdi, justement, je voudrais qu'on revienne sur cet accueil qui a été réservé au président de la République, déjà à son arrivée à Bachar et ensuite lors du bain de foule qu'il a effectué. Anna, je suis quelqu'un de foncièrement croyant, on khaf min al-ayn. Et je pense, moi je mets les pieds dans le plat, l'ayn haq. Et je pense qu'il y a beaucoup de présidents, de chefs d'État dans le monde qui ont été jaloux de l'accueil phénoménal qu'a reçu le président Abdelmadjid Tebboune à Bachar. Dans certaines capitales occidentales et un peu partout dans le monde, le chef d'État, quand il se balade comme ça, il est hué, il est sifflé. Il y en a même qui se sont pris des baffes. Et là, à contrario, tu vois notre président qui est aimé, acclamé, où les gens sont heureux de le voir et heureux de le voir dans une magnifique ville comme Bachar. La deuxième chose aussi, comme l'a si bien dit mon ami Badis, c'est que le président avait fait cette promesse. Aucun kilomètre carré de l'Algérie ne sera abandonné ou mis de côté. Toutes les Algériennes et les Algériens, peu importe où est-ce qu'ils sont sur le territoire national, auront droit aux mêmes commodités de l'État, peu importe où est-ce qu'elles habitent. Et ça, quand tu vois cet engouement, c'est pour remercier le chef de l'État qu'il a tenu ses promesses, tout simplement. Un homme politique est apprécié et respecté et aimé quand il tient ses engagements. Quand Bachar on construit un tel complexe sportif, le Bachar Stadium, qui est
magnifique par rapport à des stades d'Europe, il est magnifique avec des équipements ultra modernes. Et c'est le premier du genre dans le sud du pays. Exactement. Quand tu fais une gare routière comme celle où tu rentres à l'intérieur, ou c'est à l'intérieur, on dirait que tu es dans un musée. Je suis désolé, c'est un message qui est martelé en disant l'Algérie appartient aux Algériennes et aux Algériens, peu importe où est-ce qu'ils sont sur le territoire national et même à l'international. Donc c'est un message, c'est une promesse tenue. Et le kelma, alal kelma tahseb, quand tu fais l'analyse, les paroles sont tenues. Et automatiquement, tu as cette popularité qui est juste extraordinaire. Moi, j'ai déjà assisté à des parades ou à des choses où tu voyais les présidents des différents pays occidentaux qui étaient hués, sifflés, insultés à leur passage. C'est pas possible. Un truc comme ça, je suis désolé de le dire, mais alhamdoulilah, on continue à avoir un président qui est soutenu par l'ensemble de sa population. La deuxième chose aussi que je voudrais signaler, c'est les délais de réalisation qui sont faits, qui sont juste exceptionnels. Mais c'est exceptionnel. On passait à l'époque avec des consortiums étrangers privés qui émettaient des délais qui étaient immenses, qui nous faisaient perdre nos devises étrangères pour les payer. Et là, on voit que l'intelligence algéro-algérienne avec le savoir-faire algéro-algérien, on réussit à avoir des prouesses technologiques de ce fait dans un laps de délai très court. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, et je tiens à le dire parce que c'est quelque chose où moi j'ai suivi vraiment de très près. Il faut remercier aussi le ministre de l'Habitat, Thaler Belaribi, qui fait un travail génial, il faut le dire. Quand un ministre fait mal son travail, on le dit, on est les premiers à le dire, mais quand un ministre comme celui de l'Habitat qui fait très bien son travail, il faut savoir le dire. Donc bravo au ministre de l'Habitat qui applique à la lettre la feuille de route du président de la République, qui tient les délais impartis et justement qui rend fier, comme avant-hier, à la population de Béchar et qui rend fier toute la wilaya. Gamal Abina, ça vous étonne, vous, un accueil aussi chaleureux réservé à un président de la République ? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai un sentiment assez étrange, parce que je suis assez ancien pour me rappeler des années 70. Et à l'époque, il y avait une dynamique incroyable par rapport à Boumedienne, qui avait lancé les industries industrialisantes. Donc il y avait vraiment des grands chantiers qui étaient lancés partout. On voulait que l'Algérie se développe du nord au sud, d'est en ouest. Et là, on voit bien que c'est important parce que le sud de l'Algérie était oublié. C'est en 80, 90, 2000. C'était comment oublié? C'est les parents pauvres. Alors le président, justement, a dit cette fois-ci, le sud n'est pas seulement la profondeur géographique de l'Algérie, mais son cœur battant. Je pense que c'est important de revenir sur cette phrase. Il faut bien le dire parce qu'il y a une réalité. Les Français voulaient une Algérie utile et inutile. Pour les Français, l'inutile, c'était le nord, et l'utile, c'était le désert, donc c'était la Simi Saoud. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette Algérie utile ne profitait pas au sud. Ça, c'était problématique. Aujourd'hui, il y a une décentralisation, et c'est très bien, parce qu'il faut aller là-dedans. Je veux dire, quand on fait un grand stadium dans le sud, c'est qu'on ne prend pas le sud pour un parent pauvre. Oui. Quand il reçoit un accueil comme ça, c'est parce que pour la première fois depuis très longtemps, un chef de l'État se déplace pour aller voir les gens du Sud parce qu'il les considère comme ceux du Nord. Parce que le problème de l'Algérie, et c'est un vrai problème qui était dit dès le départ d'ailleurs avec la présidence de M. Tebboune, c'était de dire on ne va pas continuer à parler que sur la bande côtière. Les villes sont côtières, donc l'essentiel de la population qui vit pour 90% sur la côte. Et le Sud désertique. Or, le désert génère de la richesse. On le voit par l'agriculture, le pétrole évidemment, le gaz, les mines. Toutes ces exploitations sont mises en place. Et il faut rappeler une chose essentielle, c'est que le Sud, c'est à la fois l'agriculture, c'est vrai, l'énergie, l'extraction, l'énergie renouvelable, illimitée, le tourisme évidemment, et surtout une superficie considérable, valorisable facilement. Donc je pense que là, le fait de décentraliser, d'intéresser les gens vers le Sud, de valoriser ce Sud, de dire aux Algériens, vous êtes tous à part égale, c'est très important, c'est un message important, parce qu'on avait ça aussi sur la France. L'hypercentralisation sur Paris, ça a créé les gilets jaunes. Si nous tombions dans ce piège-là, si on ne décentralisait pas, d'abord c'est une inéquité, c'est pas normal de traiter un Algérien différemment du nord au sud, et surtout, ça donne le sentiment qu'il y a une Algérie à deux vitesses. Or, l'Algérie est une et indivisible, on dit tout le temps, donc cet accueil n'est pas surprenant, parce que d'abord c'est rare quand on voit un chef de l'État à ce niveau-là se déplacer, et surtout parce que les promesses sont tenues. Tu dis très bien, vous le dites très bien d'ailleurs tous les deux, les délais, c'est un truc important, parce que les délais c'est quoi ? Si vous faites un chantier qui dure 2 ou 3 ans, ou les extensions comme cette fameuse autoroute Est-Ouest qui a pris un temps monumental, donc plus c'est long, plus c'est cher. Il y a un budget fou surtout. Voilà, donc plus c'est long, plus c'est cher. Plus c'est court, moins c'est cher. Donc là, l'Algérie a fait un truc qui est assez fascinant, c'est qu'ils ont expérimenté, ils le font très bien, les 3-8. On l'a vu pour les stations de dessalement. C'est-à-dire qu'il y a du travail 24 heures sur 24 avec des équipes qui se relèvent. On l'a vu pour le ministère de l'Habitat. Tout à fait, oui, absolument. Là, qui a été fait dans un délai record. Le ministère de l'Habitat qui est une merveille technologique. Une merveille architecturale et une merveille technologique. Mais ça, c'est important de rappeler justement que quand on a des délais courts,
on a des gains en termes de coûts, on a des gains en termes de productivité et on a surtout des promesses tenues en temps et en heure. Et ça, c'est important parce que les gens sont souvent déçus par les hommes politiques qui ne tiennent pas leurs promesses. Et là, M. Tebboune, il montre, avec sa bonhomie, avec sa gentillesse, il montre quand même que quand il dit quelque chose, il tient son engagement. Alors, on peut critiquer ou pas l'institution qui est peut-être lente parfois, mais là, en l'occurrence, la rapidité, elle est effective. On est sur un pays qui bouge vite et on espère effectivement qu'il va accélérer sa course. Sur son premier mandat, Gamal, pour aller dans ton sens, sur son premier mandat, il avait fait 54 promesses. Je me rappelle très bien. Il y a eu 2 ans de Covid, il y a eu le Hirak, 2 ans de Covid, et on a tenu 48. Tout à fait, c'est énorme. Donc en 3 ans de mandat, il y a près de 90% des promesses qui ont été tenues. Donc le résultat est là maintenant. Sur le deuxième quinquennat, justement, tous les projets qu'il avait initiés continuent à se développer et c'est pas fini. Il y a encore de belles surprises pour la l'avenir. question première, c'est important. Ce que j'observe moi d'ici et de là-bas, j'ai la chance d'aller de deux côtés, c'est qu'un phénomène que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'est le phénomène de prononcer le nom du président fièrement. Hamid Tebboune. Ça, je l'entends de la jeunesse partout. Bien sûr. C'est un phénomène assez massif. On n'entendait pas ça. Les Algériens n'étaient pas intéressés par la politique, encore moins par les dirigeants. Et là, vraiment, ça a totalement changé la donne parce que cette proximité qu'il a créée fonctionne aujourd'hui avec le peuple. Et on voit effectivement qu'il y a un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Ah oui, le déplacement du président, il ne se déplace pas pour visiter le wilaya. Ah non, pas du tout. Uniquement des visites protocolaires, parce qu'il faut dire que par le passé, lors des anciens règnes, Oui, tout à fait. on avait vu, surtout les 2 premiers mandats de l'ancien président, c'était plutôt se déplacer pour se déplacer. Là, c'est vraiment du concret. Parce que là, on a des projets stratégiques. L'eau est stratégique. Et je sais que la région de Béchar, la région de Sabra, pour l'avoir visité plusieurs fois par le passé, avait souffert pendant longtemps des problèmes de l'eau. Là, c'est en cours de résolution pour cette région, comme c'est le cas pour les wilayas du Nord, avec les différentes stations de dessalement. Le deuxième projet stratégique, c'est le rail, c'est le transport ferroviaire, et Badis l'a souligné. Beaucoup d'États, beaucoup de pays sont développés grâce au rail, notamment les États-Unis, quand ils sont allés vers l'Ouest, et l'Allemagne. Et le troisième point, c'est l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est important. Et il y a un potentiel énorme, un potentiel universitaire dans cette région, de cette université Mohamed Tahari de Béchar, et cette faculté de médecine qui va former. Parce que cette question de formation en langue anglaise, ça commence à jaser par ailleurs. Vous savez, pourquoi l'Algérie va enseigner en anglais, comme si l'Algérie, qui est un État souverain et fort, va demander l'autorisation de certains, notamment les anciens colonisateurs. Donc on a l'enseignement, on a l'eau, on a le transport, et on a les sports, parce qu'il y a aussi un potentiel sportif énorme dans le sud du pays, souvent, comme l'a dit Badis, les jeunes sportifs, notamment dans la région de Sawra ou de Gourara ou la région de Tamanrasset, peut-être ailleurs, attendent ces infrastructures sportives. Ils ont longtemps attendu. Ce bijou qui sera le Béchar Stadium sera le premier, je pense, d'une longue série d'autres. Alors, messieurs, je vous propose d'écouter le président de la République et on revient tout de suite. نوصل نتمنى متفقين منا من العباد لا نزيد نكمل حتى الأضرار ومن أضرار إن شاء الله الباجي مختار ومن الجانب الشرقي حتى طمراست من المنيعة حتى طمراست وبالتالي الجيل تاعنا يكون أدى ما عليه بالنسبة لجيل الثورة هو حرر البلاد وإحنا نزيد نبنيها واللي يجوا من بعدنا يزيدوا يكملوا إن شاء الله. شكرا للجميع. ومبروك على الجزائر ومبروك على المنطقة. Voilà, c'était donc le président de la République depuis la wilaya de Béchar. Badis, je me tourne vers vous. Est-ce que toute cette activité donc, dans cette région et tout cet engouement qu'a démontré donc, la population de la région démontre l'adhésion de cette région justement au projet d'édification de l'État algérien? Tout à fait. C'est un signe fort. Plus que l'adhésion, c'est une partie intégrante, je dirais, de l'équation du développement. Le peuple algérien, et aujourd'hui en particulier à Béchar, a démontré effectivement qu'il était la continuité effectivement de cette vision. Il est le levier, il est le soldat en première ligne pour pouvoir justement mener cette guerre de la révolution de développement, de technologie, de sécurité, de sûreté, de protection, je dirais, commune de nos acquis, mais surtout aussi de la cohésion nationale dont il est important de rappeler. Rapidement, juste Faisal, n'oublions pas de rappeler une chose, c'est la première faculté de médecine dans le sud. Oui.
C'est très important de le dire. On avait pour habitude de voir les jeunes algériens qui voulaient justement s'inscrire en faculté de médecine de remonter à des milliers de kilomètres au nord pour pouvoir s'inscrire. Donc là, c'est vraiment une révolution. Et c'est là où on voit l'équité et la justice sociale que veut apporter le président de la République. Et puis, juste avant de répondre à votre question, Nouhad, moi, il y a une phrase qui m'a interpellé, qui m'a marqué dans le discours du président face à la société civile. Il nous est interdit d'hypothéquer la souveraineté nationale. Bien sûr. Il est important de rappeler aujourd'hui que l'Algérie a les moyens de ses ambitions, c'est parce qu'elle a cette latitude de pouvoir justement financer, prioriser ses financements, mais surtout financer en efforts propres ses projets structurants. D'ailleurs, il en parle souvent, dans la plupart de ses discours, il le rappelle à chaque fois. Mais surtout que ça nous permet aussi d'avoir cette latitude, cette liberté de pouvoir gérer dans une politique nationale libre et indépendante et souveraine, ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas. Et ça, c'est très important de le dire quand on voit aujourd'hui les leviers de pression, notamment que l'Algérie n'a pas aujourd'hui. Alhamdoulilah, comme on dit, grâce à justement cette vision et je dirais l'interdiction d'endettement, notamment auprès de structures qui sont immiscées, qui sont ingérées même dans la politique nationale de certains pays. Or, l'Algérie, il s'avère que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas son cas et ça ne sera pas son cas, Inch'Allah. Maintenant, pour revenir effectivement à cette cohésion, à cette fusion, moi je reviens juste sur un hashtag qui a fait le trend récemment, comme disent les jeunes. C'est le hashtag Ammi Tebboune ne va pas en Irak. Déjà, Ammi Tebboune avec cette bienveillance, cette empathie, cette singularité que nous avons comme rapport entre le citoyen et le président de la République. Et puis surtout, pourquoi pas ne pas aller en Irak, c'est plus pour justement marquer l'adhésion, la solidarité, l'affection que justement anime nos citoyens face à quelqu'un qui finalement a priorisé son mandat pour servir justement les citoyens, pour servir la nation, pour servir les internes, mais surtout aussi pour donner un élan nouveau, notamment à cette Algérie nouvelle que nous voyons aujourd'hui, non seulement les prémices, mais surtout aussi les éléments tangibles et sans équivoque qui le démontrent. Ne pas partir en Irak, le hashtag signifie le sommet arabe. Ça ne pas ne pas partir en Irak parce que l'Irak il reste un grand pays. Oui, il signifie ne pas participer au sommet arabe. Au sommet arabe parce que les Algériens, comme l'ensemble de la nation arabe et musulmane, savent que cette institution a été incapable de régler quoi que ce soit, notamment par rapport à Raza, la Ligue arabe, parce qu'il y a un sommet qui va se tenir à Bagdad. Donc les Algériens souhaitaient que le président ne parte pas là-bas parce que ça va cautionner encore une fois un échec. Et donc l'Algérie a été critique d'abord vis-à-vis de la Ligue arabe parce que c'est vrai qu'elle n'a rien fait, pas uniquement pour Raza, c'est Gamel et Mehdi, mais aussi pour le Soudan où il y a aussi un drame qui se déroule chaque jour dans ce pays. Donc autant ne pas partir parce que les instruments que la diplomatie algérienne agit d'une manière très active, parce qu'au sein de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent, c'est peut-être plus efficace que les sommets arabes qui finalement se terminent avec des sourires et des potos sans aucun résultat. Mehdi, quelques mots sur ce hashtag. Ce hashtag prouve la popularité du président. C'est pour ça, moi, je le dis et je le redis, et il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question comment il fait, parce que qu'un homme politique ait cette popularité-là, quand j'entends certains partis politiques en France dire comme quoi il y a eu un taux d'abstention record et que le président était mal élu, la preuve est tout le contraire en voyant ces images et en voyant le hashtag. Mais bon, tu sais, quand ça vient d'aussi bas, comme on dit chez nous, on tire la chasse, excusez-moi. Pour continuer sur ce débat-là, honnêtement, le président aujourd'hui n'a plus rien à prouver quant à son amour pour son pays et à l'amour qu'ont les Algériennes et les Algériens envers lui. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'on doit développer, il y a beaucoup de choses encore qu'on doit rectifier. Mais l'Algérie avance à grands pas. Pourquoi? Et je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire, souveraineté économique, donc souveraineté financière, souveraineté militaire et souveraineté énergétique. Quand tu as ces trois cas de figure qui sont dans le même pays, tous les voyants sont au vert et tu ne peux que dérouler maintenant et continuer à avancer à vitesse grand V. Dérouler à ta guise. Et voilà, dérouler à ta guise. Et tu n'es le clown, tu n'es le pantin de personne. Tu n'es pas le pantin de la Banque mondiale, tu n'es pas le pantin du FMI, tu n'es pas le pantin de fonds d'investissement avec des taux exorbitants qui après vont te piller les ressources naturelles de ton pays pour te prêter de l'argent. Tu es le seul maître à bord de ton pays pour diriger l'économie et pour développer l'économie et les infrastructures de ton pays avec ton propre argent.
Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est que maintenant, si l'Algérie veut faire un projet à 20 milliards de dollars, à 15 milliards de dollars, à je ne sais pas combien de milliards de dollars, eh ben, elle n'a pas besoin d'aller quémander ou d'aller baisser son dos, parce que nous on a le dos rigide, on n'a pas le dos souple, pour justement faire des projets exceptionnels comme ce train-là, par exemple, comme cette grande ligne, ou comme des stades, ou comme enfin, tous les projets qui sont afférents au Sud. Et le développement du Sud est un super signe, un magnifique signe pour ce qu'appelait à l'époque le président les terres oubliées d'Algérie. Voilà, il prouve comme quoi plus aucune terre ne sera oubliée en Algérie. Très bien. Merci, messieurs. On revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, Hebdo Show donc se poursuit avec un autre sujet qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et qui a suscité de nombreuses réactions en Algérie mais aussi à l'international. Le Conseil des ministres a examiné et adopté dimanche 20 avril un projet de loi relatif à la mobilisation générale. Faisal. Absolument, pour définir les dispositions liées aux modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de l'article 99 de la Constitution. La Constitution de 2020, avait donc dans cette nouvelle constitution, l'article 99, qu'est-ce qu'il dit ? Le Haut Conseil de sécurité, entendu le président du Conseil de la Nation et le président de l'Assemblée populaire nationale et des chambres du Parlement consultés, le président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de commentaires, y compris avec des grandes chaînes de télévision qui sont interrogées qu'est-ce que ça veut dire la mobilisation générale, parce que la confusion qui a eu lieu, c'est qu'on a confondu mobilisation générale avec état d'urgence. Ce n'est pas l'état d'urgence. Dans l'histoire de l'Algérie, on a à 2 reprises, l'Algérie a décrété à 2 reprises la mobilisation générale. C'était en 1963, avec la guerre des Sables, lorsque le Maroc a voulu mener la guerre à l'Algérie indépendante. Et c'était en 1967, avec la guerre des 6 jours, en 1992. Il n'y avait pas de mobilisation générale, parce que j'ai lu ça un peu partout, c'était plutôt l'état de siège. Et donc c'est juste une réactualisation, si vous voulez, c'est une mise à jour, parce qu'il fallait avoir cette loi organique qui organise la mobilisation générale. La mobilisation générale ne se fait pas uniquement en temps de guerre. Ça peut être pour des catastrophes naturelles, pour des crises économiques, pour des crises sanitaires. Donc maintenant, on a un instrument. Le Conseil des ministres n'a fait qu'adopter une loi qui sera l'instrument dans le futur. Évidemment, on va faire des lectures. Chacun pourra lire ce qu'il voudra. Il faut juste noter qu'il y a des menaces extérieures, notamment dans le sud, qu'il y a des volontés. Tout à l'heure, Mahdi parlait de la souveraineté des États, parce qu'il y a des menaces effectivement importantes sur la souveraineté des États, et on a eu beaucoup d'exemples dans la région arabe ces 20 dernières années. Donc oui, l'État, et l'Algérie est un État qui prépare son avenir, qui prépare tous les instruments possibles pour lui permettant de se défendre. Donc l'Algérie va déclarer la guerre à personne, c'est juste une organisation de la Constitution et des lois. Maintenant, les commentaires, chacun est libre de faire les commentaires qu'il peut. Justement, pour en revenir aux commentaires, Gamal, comment expliquer ce vent de panique qui a suivi l'annonce de l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres ? Moi, ça m'a toujours fait rigoler quand on critique l'Algérie sur 2 éléments. Premier élément, c'est un pays qui s'est libéré par la force militaire. Second élément, c'est un pays qui est agressé 1 an après sa libération par, je dis pas le Maroc, j'aime pas le terme, le roi du Maroc. Je singularise, c'est son choix à lui, et pas le peuple. Le peuple subit ce que les dirigeants font, et c'est un mauvais choix. Troisième élément, la guerre de 67 qui est glorieuse pour l'Algérie, même si on n'a pas pu y aller puisque c'était trop rapide, et 73, on était présents. Tous ces éléments-là, c'est des éléments d'émancipation des peuples. L'Algérie est un pays qui a subi la colonisation barbare et qui s'est émancipé par la force. Donc quand on parle de questions de mobilisation générale, si on l'avait dit en France, dans un contexte froid, personne n'aurait été choqué. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en panique parce qu'ils sentent bien et ils connaissent leur tort. S'ils ne connaissaient pas leur tort, l'Italie se fiche complètement que l'Algérie fasse une mobilisation générale. Ça ne dérange pas, c'est un cadre juridique, ça a été dit à l'instant. Mais comme il y a des pays qui ont une tendance fâcheuse à vouloir un petit peu frictionner l'Algérie, à tester, à vérifier ses capacités de défense, ses capacités réactives, ses capacités de défense diplomatique, puisqu'aujourd'hui on est sur la diplomatie, eh bien ces pays-là ont un rapport délétère. Ils se disent, ah, attention, mobilisation générale, prépare la guerre. Non, on ne prépare pas la guerre. Et comme dirait le grand Napoléon, le grand dictateur devant l'éternel, le meilleur moyen de préparer la paix, c'est la guerre, malheureusement. Donc il faut être très clair sur un point. Lorsqu'on va critiquer un choix politique et souverain, on le dit souvent, d'un pays qui est souverain et qui s'est libéré par la force de la barbarie coloniale, et rappelons toujours barbarie coloniale, pas le colonialisme, la barbarie coloniale, eh bien, on peut s'interroger. Quels sont les pays qui sont inquiétés ? Évidemment, le voisin de l'Ouest, malheureusement,
Évidemment, un peu le Mali, même si c'est exagéré. Tout à fait, oui. Évidemment, il y a une obsession de ce pays qui s'imagine qu'il va pouvoir coloniser l'Algérie. Parce que l'Algérie ne pense qu'à eux. Bien sûr. Comme si on avait besoin d'un petit pays pauvre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsque l'Algérie met un jalon comme ça, c'est surtout un symbole. Moi, j'ai eu beaucoup d'échos aussi en France par rapport à ça. C'est surtout pour dire, écoutez, ne jouez pas avec nos nerfs parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Non pas qu'on soit belliqueux, mais c'est un pays qui a une force armée défensive. C'est le seul moment où l'Algérie est offensive, c'est sur la question palestinienne, et elle a raison. Face aux barbares coloniaux. Diplomatiquement. Oui, ça s'entend bien, c'est bien compris. Et elle a raison. Mais sur le plan du territoire, la défense est nécessaire parce que quel territoire peut s'autoriser à baisser sa garde? On a vu ce qui s'est passé en Libye. Kadhafi a commis l'erreur de baisser la garde, son pays est détruit. Donc on ne doit jamais perdre de vue une chose, c'est que la frustration des colonialistes est toujours présente et qu'il faut toujours dire à ces colonialistes, nous avons les moyens de nous défendre. Et la différence de la Libye qui n'avait pas d'armée structurée malheureusement, c'est les comités populaires, donc ça n'a pas tenu longtemps, c'est que l'Algérie est une armée puissante, structurée, qui est la digne héritière de la LN. Alors ces colonialistes disent justement, leurs médias s'interrogent, leurs médias se disent perplexes quant au timing de cette... Effectivement, cette actualité a fait l'objet effectivement de plusieurs rumeurs, plusieurs spéculations, mais comme ça a été dit, par effectivement des ennemis prévisibles, par des réactions prévisibles, notamment par des gens malades d'une pathologie qui s'appelle l'addiction à l'Algérie, tout simplement. Donc d'une part, d'autre part, mais au-delà de se doter d'un texte d'application effectivement purement juridique avec une loi organique pour encadrer le tout, c'est aussi, ça s'appelle en diplomatie, ça s'appelle en gestion notamment des États-nations, de la prospective et de l'anticipation pour anticiper à toute éventualité. Ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas que l'état de guerre, l'état d'urgence, les catastrophes naturelles, la mobilisation aussi des médecins et autres pour pallier peut-être à une urgence quelconque. Donc, vous voyez que c'est véritablement une gestion d'un pays proprement dit, et c'est ce que le président de la République veut effectivement, cette mise en conformité, cette mise à jour notamment pour être encore une fois pareil à toute éventualité. Et d'ailleurs, n'en déplaise à certains, et au risque de peut-être les décevoir, ce texte, ce projet de loi a été inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale depuis octobre 2024. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas, je dirais, un calcul systémique ou systématique, notamment en matière de timing, en matière d'agenda, bien au contraire. Sauf que l'Algérie, encore une fois, qu'on en déplaise aux mauvaises langues, elle a une feuille de route, elle a un agenda, elle a des perspectives, elle a effectivement une stratégie, et aujourd'hui elle le démontre à travers cette actualité qui, encore une fois, démontre que l'Algérie, de par ses institutions, vont debout aux côtés de leur président légitime, aimé, élu, notamment, aille de l'avant et prépare l'avenir d'un regard aguerri, d'un regard bienveillant, d'un regard aussi pragmatique, perspicace, à savoir aujourd'hui, y compris, comment se préparer aux éventualités, comment se préparer clairement aux côtés du peuple algérien à préserver nos frontières, à préserver nos acquis, à préserver notre avenir. Mais Badis, pourquoi vouloir toujours faire ce lien avec la situation régionale? Parce que le monde est en vrac. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bouleversements géopolitiques, géosécuritaires. Nous avons une architecture sécuritaire qui se redessine chaque jour. Nous l'avons vu en Europe avec la mobilisation de plus de 800 milliards, avec des postulats singuliers, notamment, y compris si je prends l'Allemagne, post-deuxième guerre mondiale, effectivement, c'est du jamais vu. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui... C'est que l'Allemagne vient de voter un budget de 100 milliards, c'est ça qu'il faut... Exactement, pour une première, pour post-deuxième guerre mondiale. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a des cataclysmes sécuritaires qui imposent, et d'ailleurs, pourquoi ça serait, je dirais, tolérable pour eux, mais pas pour nous. Donc l'Algérie, encore une fois, mais je tiens à contextualiser comme Gamel l'a fait, nous avons une doctrine militaire qui est celle d'une armée de défense, notamment, qui protège, encore une fois, ses frontières, qui protège la population, qui protège les citoyens, qui protège les institutions. Mais par contre, nous avons aussi une armée aguerrie au combat, préparée, bien préparée, performante, je dirais, au diapason notamment de ce qui se fait, et on pourra en parler peut-être plus tard dans les nouvelles armes et nouvelles guerres, notamment du futur. Mais encore une fois, bon à ceux qui veulent effectivement fantasmer sur l'Algérie et sur ses actions. Encore une fois, l'Algérie reste vent debout. Comme on dit, la caravane
passe, les chiens aboient. Donc l'Algérie continue. C'est la SPA là qui aboie. C'est la SPA complète là qui aboie. Moi je peux te le dire, c'est pas que. Bref, pour finir ce que tu dis, ça va être très rapide. Il y a un proverbe latin qui dit. Mahdi et ses proverbes. Voilà, pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. À la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller plus loin. Pas comme l'a si bien dit, c'est paradoxal, mais c'est une réalité. Comme l'a si bien dit Bédis, l'armée nationale populaire est une armée de défense, est une armée de souveraineté qui défend le territoire algérien. L'Algérie est un pays continent, est un pays gigantesque, premier pays en termes de superficie d'Afrique, 10e dans le monde. On a besoin d'une armée nationale populaire forte, qui a des moyens. On a besoin d'avoir des personnes qui soient immédiatement disponibles en cas de conflit. C'est contextualiser la chose, c'est donner une feuille de route et donner un cadre juridique et légal. On est un pays où on suit une constitution, où le président de la République est le chef suprême des armées et ministre de la Défense nationale. C'est de son devoir de préparer à toute éventualité. Et il est justement aujourd'hui impératif Mahdi, plus que jamais, de préparer, d'être paré à toute éventualité. Comme l'a si bien dit mon collègue Bédis, vu le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est un monde instable, que moi je qualifierais d'être un monde fou, où tu es à deux doigts d'une guerre entre le Pakistan et l'Inde, où tu as une guerre ukraino-russe qui ne fait pas se finir, où tu as une entité sioniste qui est en train de massacrer des enfants et des femmes et des vieillards. Et où tu as la région du Sahel qui est instable. La région du Sahel qui commence à devenir instable, et ainsi de suite. Tu es obligé, en tant que, moi je le dis toujours, un président de la République, c'est un bon père de famille, c'est celui qui prévoit, c'est celui qui donne en quelque sorte le là de la conduite à tenir, et bien ça c'est prévoir c'est réussir. Mais tout simplement. Le Conseil de sécurité, le Haut Conseil de sécurité se réunit d'une manière régulière, vous l'aurez noté, y compris cette semaine, parce que effectivement vous avez évoqué les menaces qui sont toujours présentes, parce que les menaces ils ont pris plusieurs formes. Badis a raison de parler de ce monde en éclat. Et je me rappelle il y a quelques années, Badis, lorsque l'Algérie avait décidé de revoir à la hausse son budget dépenses, qu'est-ce qu'il y a eu comme commentaire et analyse du côté européen notamment? Pourquoi l'Algérie augmente son budget? Pourquoi elle ne pense pas à l'habitat, etc. Comme si eux devaient nous dicter les directives pour et puis c'est pas l'un sans l'autre, c'est pas absolument. Oui. Alors aujourd'hui, on constate, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous les débats au sein de la Commission européenne, de l'Union européenne, ces dernières semaines, c'est par rapport à la dépense. On parle d'un budget de 400 milliards, d'économie de guerre, de 400 milliards d'euros, de la nécessité de moderniser les armées. L'Allemagne, qui est vaincue de la Deuxième Guerre mondiale, qui pense à se réarmer, et la France qui promet de couvrir avec son parapluie nucléaire l'Allemagne, etc. Donc tout le monde parle de ça, parce qu'il y a effectivement des menaces, parce que les menaces ont pris la forme conventionnelle, des guerres comme l'Ukraine, la Russie, comme les bruits de bottes actuellement entre l'Inde et le Pakistan, qui sont deux puissances nucléaires. La situation aussi dans la région du Sahel qui continue d'être instable, malgré tous les efforts. La diplomatie algérienne a déployé d'immenses efforts ces dernières années pour avoir la paix au Mali, pour avoir des stabilisations dans la région. Et le président Abdelmadjid Tebboune l'a répété aussi à Béchar, lors de sa visite à Béchar, en rencontrant la société civile. L'Algérie toujours aux côtés des populations. Donc oui, on prépare, comme l'a souligné Mahdi, on prépare la paix, on prépare le futur. Aussi, il y a des menaces d'autres ordres, il y a des menaces scientifiques, il y a des menaces technologiques, il y a des menaces numériques, etc. Donc il faut préparer à cet avenir. C'est maintenant qu'on le paie, pas plus tard, parce qu'on risque d'être sans oublier les menaces terroristes. Absolument terroristes, alimentées de l'extérieur, parce qu'il faut s'interroger d'où vient l'armement qui circule au Sahel, d'où vient la drogue qui circule au Sahel, qui arme, qui donne les jeeps, qui donne les armements de dernier cri qui se retrouvent en plein désert. Il faut poser cette question qui pousse vers cette déstabilisation. Il y a réellement une réalité, parce qu'on ne le dit pas, il faut le dire directement, parce qu'on va tourner en rond. Aujourd'hui, depuis 2022, depuis que au 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, des provocations multiples, ça a commencé en 2014, les Russes ont franchi le cap. Il y a un retour des guerres froides. C'est-à-dire que personne n'ose le dire,
Les géopoliticiens ne le disent pas, il y a un vrai retour de guerre froide. Le monde s'est fracturé en deux. Alors, c'est plus le bloc communiste contre le capitaliste. Désolé de te dire, c'est plutôt une guerre chaude qu'on a vous avant. Quand je dis guerre froide, les guerres froides étaient chaudes aussi. On a une guerre ouverte aujourd'hui. C'est des conflits territoriaux. C'était le cas aussi en guerre froide. Il y avait des guerres partout, un peu partout. Le Vietnam, la Corée, j'en passais les meilleurs. Mais cette guerre chaude, en vérité, c'est un conflit ouvert, effectivement. C'est la fracturation du monde entre l'Est et l'Ouest. Sauf que c'est plus le communisme contre le capitalisme, c'est autre chose. Maintenant, c'est le Nord et le Sud. Voilà, c'est le Nord et le Sud, avec un Sud qui est monté en puissance. Donc, le risque aujourd'hui pour un pays comme l'Algérie, qui était non aligné, rappelons-le quand même, c'est effectivement qu'on le pousse à prendre. Il y a toujours une Oui, toujours, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il était non aligné, c'est une continuité historique. C'est de dire choisissez. Or, l'Algérie ne choisit pas. Elle choisit pour ses intérêts. Et c'est vrai que parce qu'elle ne choisit pas, on lui reproche ses choix. Absolument, parce que ces derniers jours, on a vu la visite de plusieurs délégations. On parlera tout à l'heure de la visite de M. Attaf en Scandinavie, visite de délégations russes, chinoises, turques, de plusieurs pays, Slovaquie, etc. Ça veut dire que la diplomatie algérienne, vous avez raison, continue d'être attachée au non-alignement, ça veut dire d'avoir des relations équilibrées avec toutes les puissances. Donc avant, messieurs, de passer à cette tournée scandinave de M. Ahmed Attaf, il est donc important de rappeler, je pense, aux téléspectateurs que l'Algérie n'a pas décrété la mobilisation générale et l'adoption de ce projet de loi ne signifie pas qu'elle s'apprête à le faire dans un proche avenir. Voilà donc, mesdames et messieurs, on poursuit donc cette émission avec la tournée scandinave du ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf. D'abord Stockholm en Suède, puis Helsinki en Finlande. Le renforcement des relations économiques était au menu des visites du chef de la diplomatie algérienne. Mahdi, en commentaire. Écoutez, on continue. Le ministre des Affaires étrangères, Si Ahmed Attaf, qui fait un travail exceptionnel, qui redonne l'honneur à la diplomatie, la belle diplomatie qu'on a connue, nous autres étant jeunes. Un ministre ultra présent, qui se déplace énormément, qui fait énormément de visites à travers le monde, qui ne laisse aucun territoire, enfin aucun pays dans le monde pour lequel il doit aller justement discuter. Et la Suède, un partenaire historique de plus de 3000 ans, d'après ce que j'ai compris, un partenaire où il a été reçu très agréablement surpris par l'accueil exceptionnel qu'il a reçu le ministre des Affaires étrangères. La Suède est un pays ami de l'Algérie, l'a toujours été. Et une petite pensée pour moi, parce que mon père a été en poste dans les années 70 dans cette belle ville de Stockholm. Et j'ai même ma grande sœur qui est née à Stockholm avec mon père diplomate là-bas. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, cette relation algéro-suédoise. Et Mahdi parlait de cette relation ancienne. Effectivement, il y a eu un traité algéro-suédois qui a été conclu en 1729 entre la régence d'Alger et le royaume de Suède. Ça veut dire que c'est une relation très ancienne. J'ai dit 3000 ans, excusez-moi. Et puis M. Ahmed Attaf, à Stockholm, la capitale de la Suède, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ami, d'un grand ami de l'Algérie, sur Olof Palme, qui a été Premier ministre et qui a été assassiné malheureusement. C'est quelqu'un qui a toujours défendu les causes justes. La Palestine aussi. Il a soutenu aussi l'Algérie dans son combat libérateur. Donc nous avons une relation très forte avec ce grand pays du Nord. Et en même temps, dans la même tournée scandinave, M. Attaf est parti en Finlande. Jusqu'à une date récente, il n'y avait pas d'ambassade de Finlande en Algérie, malgré l'importance de ce pays qui est situé au nord. Et ça va dans le sens de la consolidation, parce qu'il y avait des discussions sur la nécessité de consolider les relations économiques et commerciales. Par le passé, il y avait des entreprises suédoises qui étaient activées en Algérie. Là, il y a une volonté aussi, parce que l'Algérie, sur le plan diplomatique, diversifie ses partenaires. Elle diversifie aussi ses partenaires sur le plan économique. Et autant d'avoir d'excellentes relations avec ces pays avec qui nous n'avons pas d'héritage coloniaux, nous n'avons pas de passé douloureux ou passé qui peut perturber le futur. Absolument. Et donc cette tournée qui est en continuité d'autres tournées, parce que M. Attaf pratiquement ne descend pas d'avion. Il a visité plusieurs pays. Il est actuellement, on l'a dit tout à l'heure, à Rome, en Italie, il a assisté aux obsèques du pape François. Oui. Mais le ministre Attaf, je tiens à le préciser, qui fait un travail de fourmi. Oui. C'est-à-dire que l'Algérie est présente partout. Le ministre des Affaires étrangères, qui a toute la confiance, et le président de la République l'a déjà souligné lors de sa dernière interview, qui a toute la confiance du président de la République, fait un travail exceptionnel de présence algérienne dans toutes les capitales du monde. Il se déplace continuellement. Quand il ne se déplace pas, il reçoit des délégations étrangères à Alger, et le rayonnement diplomatique de l'Algérie, il fait vraiment partie du succès du rayonnement diplomatique algérien. Il y a 10 jours de ça, il était à Addis Abeba,
pour l'organisation de l'unité africaine. Enfin, c'est L'Union africaine. de l'Union africaine, c'est juste quelque chose d'exceptionnel, le travail de son ministre et également de tous les diplomates à travers le monde. Oui, Badis, on peut aujourd'hui parler d'un vrai redéploiement à l'international de la diplomatie algérienne. Un redéploiement qui a déjà commencé en 2019, on le rappelle. Un redéploiement stratégique, faut-il le rappeler. Nous sommes en train d'observer, de constater une diplomatie effectivement active, une diplomatie proactive, une diplomatie créative aussi, puisque tous ces échanges s'inscrivent dans un sillage justement de vision commune, de convergence des vues, de convergence aussi des luttes, puisque nous avons été habitués avec la tradition de gauche suédoise, à savoir être toujours alignés sur notamment les causes justes, la cause palestinienne, la cause du Sahara occidental. Donc vous voyez bien qu'effectivement, au-delà des visites, notamment, on voit effectivement cette ferveur de la diplomatie algérienne, mais aussi cette reconnaissance, dans l'autre sens aussi, de la diplomatie algérienne. Et ce qui démontre, et de loin, je dis bien de loin, que la diplomatie algérienne n'est pas du tout isolée, bien au contraire. Elle est convoitée, elle est même appelée aujourd'hui, elle est triomphante aussi. Et je pense que aussi cela s'inscrit, puisque au-delà des... Vous savez, la diplomatie, c'est aussi la diplomatie économique, c'est la diplomatie politique, c'est la diplomatie, économique et surtout aussi sociale et sociétale. Donc il y a des échanges, notamment, on évoque de plus de 300 millions d'échanges commerciaux avec la Suède. Certes, c'est peu, mais encore une fois, on s'inscrit avec cette nouvelle Algérie exportatrice, cette nouvelle Algérie productrice, pourquoi pas, à ouvrir des marchés, notamment en Europe, comme nous l'avons fait en Angleterre et dans d'autres pays notamment. Et aujourd'hui, ces pays nordiques s'inscrivent dans cette vision comme partenaires, comme une coopération, je dirais, gagnant-gagnant encore une fois, dans laquelle ça permettrait d'échanger les expertises, d'échanger les coopérations, d'échanger les complémentarités aussi, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Dans un monde, je disais tout à l'heure, où il y a des bouleversements, on a besoin de consensus, un consensus diplomatique, un consensus géopolitique, un consensus géosécuritaire, un consensus aussi économique. Et ça permettra aujourd'hui, effectivement, de booster, de doper ces 300 millions en tout cas, au niveau des relations historiques, d'amitié, de fraternité entre les pays. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, nous sommes à l'aube de fêter le tricentenaire, notamment de ce traité entre le Royaume de Suède et la Régence d'Alger en 1729. C'est pour dire qu'effectivement, il y a un ancrage, un enracinement. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette rampe de lancement qui permettra effectivement avec les pays nordiques d'aller au-delà que avoir des relations bilatérales classiques, mais plutôt vraiment stratégiques. Et je pense qu'il est important de rappeler, Faisal, que l'Algérie a organisé l'année dernière une conférence qui a été présidée par M. Ahmed Attaf et qui a regroupé l'Union africaine et les pays scandinaves. Absolument, parce que l'Algérie est en train de repenser complètement sa politique extérieure, parce qu'on constate qu'on maintenant s'intéresse à des gens du monde où on était absent, notamment la Scandinavie, l'Europe centrale avec la Slovaquie et la Slovénie, mais également la Moldavie et la Roumanie, et également la Pologne. L'Afrique a été abandonnée pendant plus de 15 ans. Oui. L'Afrique a été laissée pendant plus de 15 ans par la diplomatie algérienne. C'est le président Abdelmajid Tebboune qui a repris en disant « Attention, l'Afrique, c'est notre premier partenaire, on est des Africains et on doit d'abord se baser sur l'Afrique avant d'aller en Occident. » Ça aussi, c'est important. Ce revirage vers l'Afrique, pour le panafricanisme, c'est très important également. Absolument, Mehdi, on a retourné le dos à l'Afrique et pour le noter, même nos amis africains nous le disent parfois lorsque nous nous rencontrons. Madame Mansouri Barta, qui est donc chargée des affaires africaines, était en visite en Angola, qui est un grand pays, qui est un grand ami de l'Algérie aussi, et en Namibie, qui est aussi un pays qui a d'excellentes relations avec nous. Nous nous redéployons aussi vers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, avec des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya. Nous avons des relations déjà traditionnelles avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, et maintenant aussi un grand intérêt pour l'Afrique de l'Ouest, puisque maintenant, il y a une route qui peut aller à travers Zouirat et Tindouf, en Mauritanie et au Sénégal. Il y a des banques qui s'ouvrent à Dakar et à Abidjan, etc. Donc, Mehdi a raison. Il y a aujourd'hui de l'intérêt, les amis africains le sentent. La compagnie nationale Algérie a ouvert des lignes aériennes, notamment vers Abuja et vers le Cameroun. Il y a aussi de l'intérêt vers des pays qui sont très importants pour nous et qu'on a aussi un peu ignoré par le passé, comme le Sultanat d'Oman, parce que le président Abdelmajid Tebboune a visité ce grand pays du Golfe. Un redéploiement vers l'Amérique du Sud,
avec des pays comme le Venezuela ou la Colombie. Et récemment, il y a une visite du Parlement colombien. Donc, effectivement, Badis et Mahdi ont raison. La diplomatie algérienne, partout dans le monde, c'est un redéploiement stratégique. On est toujours en accord, en relation avec l'Union européenne, parce que c'est un partenaire quand même traditionnel, commercial et économique. Mais la diplomatie algérienne part plus loin que d'habitude. Donc, ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays. En résumé, pour reprendre les propos de Badis tout à l'heure, Gamal, la diplomatie algérienne est loin d'être isolée. Mais ça, le mythe de l'isolement de la diplomatie est ridicule d'abord parce qu'il faut commencer à parler de l'Afrique. Non, mais c'est un mythe ridicule. L'Afrique, par exemple, elle est isolée avec qui? Les plus grandes puissances africaines sont proches de l'Algérie. Afrique du Sud, Nigeria, Égypte. On commence par le début. Après, on a une puissance politique, l'Éthiopie, où siège l'UA. Ensuite, on a la plupart des pays riverains de l'Algérie, non instabilisés, je précise, qui sont des amis d'Algérie. Ensuite et surtout parce que la tradition africaine par rapport à l'Algérie, c'est de voir un pays qui s'est libéré par la force, et ça a donné de la force à ces pays-là aussi. Parce qu'on n'a jamais lâché la question du racisme sud-africain qui était en place et qu'on a combattu. Quand Mandela sort en Afrique du Sud et qu'il va visiter le pays, il va voir quel pays? Que les pays amis. En Amérique du Sud, un seul pays, le Nicaragua. Il va voir après l'Algérie, la Libye, l'Iran. Tout est dit. Donc il faut bien comprendre que l'idée selon laquelle il y aurait un isolement, c'est un fantasme un peu ridicule pour faire croire qu'on est en perte de vitesse. En vérité, il y a un redéploiement puissant, à telle enseigne que des pays auxquels on ne pense même pas, on parle de l'Europe centrale, la nouvelle Europe centrale, qui est plutôt alignée sur Washington, n'a pas de problème avec l'Algérie. On voit l'Italie, c'est pas évident de voir que l'Italie a un tel rapport avec l'Algérie, même si on a une longue tradition d'amitié. Olaf Palme, on a parlé de l'assassinat de cet homme. On l'a assassiné pourquoi? Pour les questions palestiniennes. On le sait. Donc il faut savoir que l'Algérie se redéploie pas seulement sur un plan diplomatique, mais sur un plan géoéconomique. C'est-à-dire que le porte-parole de l'économie algérienne aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères et fait un travail conséquent. Et aujourd'hui, le fait de se déplacer un peu partout, c'est prouver d'abord qu'on a un ancrage mondial sur un plan politique et qu'on veut s'ancrer sur le plan économique. Tout cela bat en brèche littéralement ce discours ridicule et complotiste qui prétend dire que l'Algérie serait isolée. L'isolement, en vérité, si on parle d'isolement concret, c'est des pays qui ont une torsion avec l'Algérie. Ceux-là se sont isolés. Je suis désolé. Mais simplement, on prend rien que l'Europe. Les plus grandes puissances européennes sont amies de l'Algérie. L'Allemagne, l'Italie, quand même une grande puissance industrielle, l'Angleterre, puissance financière. Donc on ne peut pas, mais l'Espagne aussi, le Portugal, l'Italie. Donc on a quand même la plupart des pays importants économiquement qui sont amis avec nous. Ensuite, on est en très bon terme avec les Russes, comme avec les Américains, comme avec les Indiens, comme avec les Pakistanais, comme avec les Chinois, comme avec les Iraniens. C'est dire à quel point l'Algérie pèse. Donc il faut vraiment dire une fois pour toutes à tous les gens qui prétendent que l'Algérie est isolée, arrêtez de fantasmer. Ça a été dit tout à l'heure par Badis très bien. Il y a un fantasme, une maladie mentale sur l'Algérie qui ne tient pas la route au vu des réalités aujourd'hui qu'on constate par rapport à la diplomatie. Très bien, merci messieurs. Et donc avant la pub, je tiens à rappeler que chargé par le président de la République, M. Ahmed Attaf, aujourd'hui était donc à Rome pour représenter donc l'Algérie aux obsèques du pape François. Donc c'était sur la place Saint-Pierre au Vatican. Un commentaire fait ça. Oui, absolument, parce que l'Algérie tient à être présent dans ces grands événements. Nous avons une communauté chrétienne en Algérie qui vit en paix avec les musulmans sans aucun problème, contrairement à ce que disent les complexés évoqués par Kamel Abina. Et dans son message, j'ai retenu ce message de M. Ahmed Attaf qui a signé le registre de condoléances au sein du Vatican, l'ambassade du Vatican à Alger. Le décès du pape François constitue une perte immense pour l'humanité tout entière qui garde de lui l'image d'un homme, d'une humilité et d'une moralité exemplaire, ainsi que ses bonnes actions au service des pauvres et des démunis, prônant tout au long de sa vie la générosité, la sagesse et la modération. Le pape François a eu quand même des mots importants par rapport au peuple palestinien. Il avait appelé au cessez-le-feu, il avait soutenu et il est mort à l'âge de 88 ans. Maintenant, évidemment, le pape qui va être élu par ses pairs dans le conclave, le célèbre conclave du Vatican, théoriquement, il va continuer les appels de l'Église, c'est-à-dire la paix et la justice dans le monde. Alors on rappelle que le pape François appelait Gaza toutes les semaines, je pense, toutes les semaines, pour avoir des nouvelles, savoir comment ça se passait, etc. Mahdi, une question pour vous avant la pub. La participation du ministre d'État, c'est un ministre d'État, M. Ahmed Attaf, on le rappelle, en plus d'être ministre des Affaires étrangères, donc à ses funérailles, témoigne des liens d'amitié solides qui unissent l'Algérie et le Vatican. Des liens solides, et nous avons la preuve avec Jean-Paul Vasco, il me semble, qui est l'archevêque d'Alger, à qui le président Abdelmajid Tebboune a offert la nationalité algérienne pour prouver de toute l'amitié qu'a l'Algérie envers le Vatican. Et le pape François était un grand homme, un grand humaniste, une personne qui a dévoué sa vie à la protection des plus faibles, des démunis, des migrants.
Et c'est un homme bon qui s'en va, c'est un homme bon qui malheureusement ne va pas continuer le travail qu'il avait fait, et un travail exceptionnel qu'il avait fait au Vatican. C'est franchement une grande perte, une très très grande perte. Et le président l'avait rencontré, rappelons-le. Et le président algérien l'avait rencontré, ça avait été un échange exceptionnel à Bari. Absolument. Au mois de juin dernier, il me semble, lors du G20. Et il y avait une accolade qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Et c'était très émouvant. Maintenant, il est important de savoir que le Monseigneur Vasco a une amitié, une fraternité très forte avec le peuple algérien, et qu'il fait partie des prétendants à remplacer le pape François. Donc ça serait quelque chose de magnifique pour nous. Je pense qu'au-delà du témoignage d'amitié, effectivement, de fraternité entre l'Algérie et le Vatican qui date depuis 1972, c'est aussi cette présence marque l'attachement de l'Algérie, puisque l'Algérie et le Vatican partagent des dénominateurs communs qui sont des valeurs communes. Oui. Qui sont justement le dialogue des religions, le vivre en paix, la coexistence notamment. L'Algérie est un bel exemple, Faisal l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, avec la communauté chrétienne qui vit en paix en Algérie. Je dis bien qu'il vit en paix. Jean-Paul Vasco le redit qu'il vit vraiment en paix. Il exerce son culte plus en sécurité ici qu'ailleurs. Et qui exerce son culte librement. Donc je pense que là, nous avons l'illustration, effectivement, au-delà de l'événement tragique en lui-même, mais on a une convergence notamment de vues, d'actions, de lutte, puisque c'est ça dont il est question, comment coexister à l'ombre d'une entité sioniste qui bafoue les plus simples valeurs humaines, à savoir la vie. Très bien, merci messieurs, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News avec votre émission Hebdo Show. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a été reçu cette semaine par son homologue algérien Ahmed Attaf ainsi que par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'occasion d'évoquer l'excellence des relations entre l'Algérie et la Turquie. D'ailleurs, à l'issue de cette audience, le chef de la diplomatie turque a transmis les salutations de son homologue turc, donc Recep Tayyip Erdogan, annonçant que ce dernier accueillera prochainement le président Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de la réunion stratégique de haut niveau entre les deux pays. Faisal, l'Algérie et la Turquie entretiennent des relations, entretiennent un dialogue, une coordination politique stratégique continue. Absolument. M. Fidan, qui a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue Ahmed Attaf, a eu une déclaration très importante en disant que la Turquie fait confiance à l'Algérie qui a toujours été son amie. Parce que certains ont voulu souffler sur les braises ces dernières années par rapport aux relations avec la Turquie. Bien sûr, parce que la Turquie gêne beaucoup d'intérêts occidentaux, il faut le noter. Il y a toujours des attaques contre ce pays, ça continue toujours d'une manière ou d'une autre. Le président Abdelmadjid Tebboune a visité la Turquie en juillet 2023. Le président Recep Tayyip Erdogan a visité l'Algérie en novembre 2023 et le président Tebboune est invité une nouvelle fois en Turquie pour donc consolider cette coopération stratégique, parce que M. Fidan, qui a inauguré un consulat turc à Oran, ce qui est important, parce que ça va faciliter la mobilité des citoyens. Vous savez que la Turquie est une grande destination touristique en Méditerranée, c'est même une puissance touristique. Beaucoup d'Algériens partent vers ce pays pour le tourisme parce qu'il y a des facilités de visa, contrairement à d'autres pays du Nord où il y a toujours des complications par rapport à cela, et aussi une volonté aussi de renforcer la coopération économique. Il y a près de 1400 entreprises turques en Algérie. La Turquie est le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie. Il y a une volonté, comme l'a souligné M. Fidan, d'aller vers 10 milliards de dollars dans les prochaines années, parce qu'il y a des consultations permanentes dans tous les secteurs, hein, pas uniquement dans le secteur de l'industrie ou de la construction. Il y a aussi le secteur du tourisme, des énergies renouvelables, de la santé. Donc on sent qu'il y a du sérieux, pour utiliser un terme plus simple, du sérieux dans ce partenariat algéro-turc. Ça veut dire que la Turquie investit réellement en territoire algérien. Il ne s'agit pas seulement d'intention d'investissement ou d'une volonté d'investir. L'investissement est bien réel, et cette visite consolide donc ce dialogue stratégique entre les deux capitales. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter M. Hakan Fidan, donc chef de la diplomatie turque.
L'Algérie, l'un de nos plus grands partenaires économiques dans le continent africain, a atteint fin 2024 environ 6,4 milliards de dollars et ce taux d'échange commercial nous permettra, selon la volonté des présidents des deux pays, atteindre les 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux, ce qui solidifie notre volonté dans tous les secteurs confondus. Et justement, à travers cette réunion, notre mécanisme bilatéral qui atteint un sommet stratégique avec nos frères d'Algérie, à travers laquelle nous avons démontré notre volonté d'une coopération dans l'industrie militaire. Et c'est l'ordre du jour le plus important de nos réunions d'aujourd'hui, car c'est un volet prometteur et très important dans les relations entre les deux pays. Voilà, c'était donc le chef de la diplomatie turque, Mahdi. L'Algérie aujourd'hui est un partenaire clé au niveau économique. Écoutez, moi j'appelle ça un partenariat d'exception entre deux grands pays, deux grands pays, en termes de superficie, en termes de population, en termes d'histoire. Et également, c'est un partenaire fort et un partenaire fiable. Ils ont cet échange perpétuel, constant, entre deux grands présidents aussi, il faut aussi le dire, entre le président Abdelmajid Tebboune et le président Recep Tayyip Erdogan, qui sont deux hommes qui se connaissent bien, qui discutent énormément, qui essayent d'avancer main dans la main. Et quand vous entendez les échanges commerciaux qui sont supérieurs à 6 milliards de dollars, donc supérieurs à, par exemple, les échanges commerciaux avec la France, pour donner juste le dernier exemple, ça prouve la solidité des échanges économiques entre ces deux grandes nations. Qui plus est, la Turquie n'a jamais tourné le dos à l'Algérie. Jamais. Même dans les années les plus sombres de l'Algérie, la Turquie a toujours répondu présente, même quand elle n'avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Et les partenariats sont aussi des partenariats aujourd'hui dans le domaine médical, dans le domaine... parce que quand on parle de Turquie, on parle toujours ou de vêtements ou alors de construction. Non, la Turquie, c'est pas ça. La Turquie, c'est aussi... ils sont dans le high-tech, dans tout ce qui est médicamenteux. Ils sont dans le high-tech, dans tout ce qui est dans le tourisme développé. Ils sont aussi dans le hub, l'aéroport, le hub international qu'ils ont construit est juste exceptionnel à Istanbul, qui est juste exceptionnel, qui est vraiment un hub international. Et donc, l'Algérie veut travailler main dans la main avec ce grand pays qu'est la Turquie. Et la Turquie, il ne faut pas l'oublier, est une très grande puissance dans le domaine européen et dans le domaine aussi moyen-oriental. Donc, il faut continuer à conjuguer nos efforts pour continuer à ce partenariat, ce que j'appelle ce partenariat d'exception. Sur les dossiers régionaux, messieurs, alors Hakan Fidan a réaffirmé le soutien de la Turquie aux positions algériennes, notamment en ce qui concerne donc la situation en Libye et au Sahel, où les deux pays prônent des solutions pacifiques et concertées face aux défis sécuritaires. Les deux ministres, donc Ahmed Attaf et Hakan Fidan, ont également évoqué le génocide à Gaza. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. فعالمنا اليوم يشهد اضطرابات حادة. Notre monde est aujourd'hui témoin de profonds bouleversements qui n'épargnent aucun pilier du système international actuel, ni la sécurité collective, ni l'interdépendance économique, ni le droit international, ni même les organisations internationales qui encadrent l'interaction multilatérale. De même, la sécurité et la stabilité des États ont été gravement affectées, notamment en Afrique, où les conséquences de ces perturbations se font particulièrement sentir. Ces circonstances imposent sans aucun doute le renforcement du consensus politique entre nos deux pays, un consensus fondé sur une adhésion constante aux principes de la Charte des Nations Unies et sur une volonté partagée de privilégier le dialogue face aux crises, conflits et guerres. والسعي الدؤوب لتغليب منطق الحوار في فض الأزمات والنزاعات والحروب أن الجزائر وتركيا L'Algérie et la Turquie restent attachées à la cause du peuple palestinien et œuvrent pour la reconnaissance de ses droits ainsi que l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Sharif pour capitale. Ces droits ne risquent pas de s'affaiblir au fil du temps. Il réaffirme que ce statut ne remet aucunement en cause la légitimité des revendications. L'Algérie et la Turquie continueront à déployer leurs efforts en faveur d'une paix juste, globale, durable et définitive au Moyen-Orient.
Voilà, c'était donc le chef de la diplomatie algérienne, M. Ahmed Attaf. Gamal Abina, je me tourne vers vous, l'Algérie et la Turquie en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Ça va de soi, l'Algérie et la Turquie, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une question simplement décoloniale. Les Turcs ont failli perdre leur État. On se souvient de l'homme malade de l'Europe qui a failli être atomisé avec la perte de l'Empire ottoman. La tradition avec la Turquie et l'Algérie, c'est une longue tradition historique. Avec l'Empire ottoman, on l'a rappelé. Mais surtout, je voudrais vous annoncer une chose ici en exclusivité pour la chaîne et pour l'Algérie et puis pour le monde entier en vérité. Avant de répondre à votre question, est en train de s'organiser en Europe, au niveau populaire, de façon indépendante, de la part des peuples européens, quelle que soit leur obédience, leur religion et leur origine, une marche qui va aller à destination de Gaza, en passant par l'Égypte, en allant sur la frontière de Rafah. Le but, c'est des médecins qui en parlent, ce serait bien d'ailleurs qu'on les invite, qui parlent des massacres qui ont eu lieu là-bas, qui parlent de la face. C'est une immense marche qu'ils veulent mettre en place, mais internationale, parce que le monde entier est sensible à cette question. Donc ils veulent organiser ça pour le mois de juillet. Donc au départ de plusieurs capitales. Oui, de partout. Ça partira partout. Ça commence un petit peu en Suisse, en Belgique, en France, mais ça va partir partout. Cette marche est nécessaire parce que les peuples doivent prendre la parole, puisque les dirigeants occidentaux ont décidé de laisser mourir les Palestiniens, puisque beaucoup de dirigeants dans le monde, en règle générale, n'osent pas parler. Alors évidemment, l'Algérie parle parce qu'elle a ce courage-là, la Turquie le fait aussi, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à cesser la barbarie coloniale et la destruction massive du peuple de Palestine, dont on estime qu'il y a 10% de la population à Gaza qui a été exterminée. Donc pourquoi est-ce que la Turquie et l'Algérie sont d'accord là-dessus? Parce que d'abord, effectivement, c'est deux pays qui savent ce que veut dire détruire des peuples massivement. Ils ont déjà connu ça dans l'histoire. Ensuite et surtout parce que la Turquie est proche de Gaza pour des raisons historiques et fraternelles. On parle vraiment de la liaison entre les frères musulmans, on va dire, de Gaza et les Turcs. Et puis l'Algérie, simplement, c'est une question de droits de l'homme. Comment peut-on accepter? J'ai vu une image qui marque les esprits. On a reçu un médecin récemment dans un débat qui a expliqué comment il faisait, écoutez bien, c'est horrible, mais malheureusement, il faut le dire. Comment il faisait pour pouvoir quantifier le nombre de morts et la façon dont on comptabilise ces morts qui ont été vaporisés, bombardés, massacrés dans leur maison. Parce que maintenant, les sionistes tuent tout le monde partout, il n'y a pas de problème. Le civil est une cible. Eh bien, ce médecin qui avait les larmes aux yeux, il faut être très clair, un vrai médecin aguerri, c'est pas un enfant qui parlait, a expliqué que maintenant, ils avaient une nouvelle unité de mesure. Ils mesurent au kilo. S'il y a moins de 10 kilos, c'est un enfant, plus de 10 kilos, c'est un adulte. Ils ramènent, alors les familles palestiniennes qui ramènent les corps des défunts, les mettent dans des sacs poubelles pour les ramener à l'hôpital. C'est horrible, mais c'est une réalité qu'il faut annoncer. Parce que de l'autre côté, ils font semblant de ne pas parler de génocide, il faut parler de génocide, c'est un génocide. Il faut semblant de ne pas parler de la barbarie, de tuer les femmes et les enfants, de cibler exclusivement des femmes et des enfants, quasiment, aujourd'hui, puisque quand on tire sur les populations civiles sans défense, ça s'appelle un génocide. Et cette façon de mesurer dit à quel point la barbarie coloniale israélienne sur place est au rendez-vous. Donc c'est vrai que l'Algérie et la Turquie se coalisent là-dessus. Je ne crois pas du tout à la Ligue arabe. Ils ne feront jamais rien. C'est pourquoi je comprends qu'on n'y aille pas. Mais il faut toujours rappeler des faits qui sont saignants, qui sont violents, qui sont monstrueux. Il faut dire ce que fait l'entité sioniste en Palestine. Bien, merci Gamal. Alors Badis, je me tourne vers vous à présent. Près de 52 000 civils palestiniens lâchement assassinés depuis le début du génocide. Et ça, c'est les chiffres qu'on a. Parce que exactement. Gamal vient de le dire, ce sont en majorité des femmes et des enfants. En plus des nombreux bombardements, un autre danger majeur guette les Palestiniens, c'est la famine. Tout à fait. Plus de 52 000 morts, martyrs, effectivement, et aussi 212 journalistes tués. Froidement, il faut le rappeler. Quand on voit parfois que certaines organisations qui se targuent justement de défendre les journalistes, il s'avère que le journalisme s'arrête aux frontières de la Palestine. Excuse-moi, juste un truc, c'est important de le dire, j'ai oublié. On parle de la journaliste qui a été assassinée, qui a été ciblée, qui avait un prix pour... D'accord, il faut en parler parce qu'il faut lui rendre hommage. En parenthèse, si vous permettez, Badis, je citerai cette journaliste pour lui rendre hommage. Elle s'appelle Fatima Hassouna. C'est une photographe. Ces images ont fait le tour du monde, les images qu'elle a fait. Toutes les agences de presse ont pris. Pourquoi Fatima Hassouna a été ciblée avec sa famille? Parce que l'entité sioniste tire à 1h, 2h du matin pour cibler les civils. Ces dernières 24 heures, il y a eu 70 morts. Fatima Hassouna est l'héroïne d'un film qui va passer au Festival de Cannes, dans une section parallèle, pas en compétition, parce que le Festival de Cannes, de toute façon, ne brillera jamais sa compétition au cinéma palestinien ou pro-palestinien. Le documentaire s'appelle Put your soul in your hand and walk. Mettez votre âme dans votre main et marcher. C'est une cinéaste iranienne qui a discuté avec elle pendant une année et elle a donc à chaque fois lui raconté le quotidien de la population de Gaza. Fatima Hassouna rejoint, comme a souligné Badis, les 212 journalistes. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il n'y a jamais autant de journalistes tués dans les deux derniers conflits, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Justement, j'évoquais les 212 journalistes. Pour l'évoquer, vous m'avez devancé et j'aimerais voir d'ailleurs, dans le futur nous le dira, le Festival de Cannes, quelle sera sa posture, quelle sera sa déclaration vis-à-vis de ça.
s'ils vont être solidaires effectivement à cet assassinat ciblé, disons les choses, puisque au lendemain de son prix effectivement qui a été primé, qui a été sélectionné, on l'a éliminé. Donc il faut pour vous dire qu'effectivement il y a une volonté délibérée de mettre à silence et d'exterminer tout existant, toute identité des Palestiniens. Et je reviens un peu sur la question effectivement de cette famine qui est devenue une arme de guerre à part entière de la part de l'entité sioniste. Donc aujourd'hui, vous avez des Palestiniens qui sont entre deux morts. Une mort lente, avec cette famine, caractérisée, structurée, encadrée par effectivement l'entité sioniste, que je rappelle depuis le 2 mars 2025, exactement. Aucune aide n'est rentrée sur le territoire palestinien, je dis bien plus de 50 jours de famine. Et puis vous avez cette mort subite, cette mort violente, effectivement, à travers des bombardements aveugles, ciblés, qui ciblent encore une fois des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et donc, cette arme de guerre, à proprement dit, qui est d'ailleurs condamnée par le droit international, qui soit d'ailleurs les conventions de Genève, que ce soit la CPI, donc la Cour pénale internationale, que ce soit aussi la résolution 2417 notamment, mais à croire que l'entité sioniste aujourd'hui se croit au-dessus de la loi, puisqu'il y a ce silence assourdissant, ce silence de la communauté internationale, ce silence complice finalement, en dehors effectivement de certains pays comme l'Algérie, comme Électron Libre, et je reviens sur sa souveraineté qui lui permet aujourd'hui effectivement de pouvoir, dans le concert des nations, apporter le message, porter la voix, notamment des Palestiniens, pour non seulement mettre fin à la guerre, mais aussi pour bâtir la paix. Puisque qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Si nous réglons la problématique du cessez-le-feu, et si nous arrivons à ouvrir les checkpoints, notamment pour pouvoir acheminer des denrées et des aliments, on pourra, en tout cas l'entité sioniste pourra les tuer le ventre plein. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est de mettre un terme à ce génocide, à ciel ouvert, encore une fois, au vu et au su du monde entier. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Gamal, effectivement, je décorrèle tout ça avec la société civile internationale mondiale, oui. Les citoyens du monde, entre parenthèses, qui partagent effectivement des valeurs humaines, qui sont des humanistes avant toute chose, qui n'ont pas de frontières, les frontières sont virtuelles, et puis surtout aussi qui tiennent à apporter leur message, notamment pacifique, encore une fois, pour une entité sioniste qui se croit encore une fois au-dessus de la loi, mais surtout aussi peut-être portée par cette impunité et cette immunité qui n'a trop cessé et qui doit aujourd'hui, à laquelle on doit mettre un terme. Et je finirai peut-être aussi sur, on parle de la famine, mais aussi on pourrait parler de la crise sanitaire. Nous avons effectivement une détérioration majeure du système de santé, puisque, vous savez, dans ce génocide structuré, méthodique et caractérisé de l'antisionisme, elle a bien ciblé les points névralgiques de ce que fait tourner une société, ce que fait tourner une population, à savoir aussi le système de santé. Donc c'est pas un hasard et c'est pas innocent qui se sont attaqués en premier lieu à tous les hôpitaux et même aux médecins, aux chefs de service qui géraient ces hôpitaux. C'est pour vous dire qu'effectivement cette approche, je dirais machiavélique, non, Machiavel a l'air d'être un ange aux côtés de ces barbares, ces tueurs d'enfants, ces assassins notamment, et aujourd'hui il est temps encore une fois de bâtir une paix durable, mais surtout aussi d'extirper nos frères et sœurs en Palestine de ces griffes d'une machine de guerre, d'une folie meurtrière, notamment cette entité sioniste qui encore une fois bafoue les lois, toutes les lois, encore une fois. Tous les crimes de guerre ont été commis par Israël à Gaza. Tous les crimes de guerre. On a bombardé les hôpitaux, on a bombardé les écoles, on a bombardé les ambulances, c'est considéré comme des crimes de guerre. On a tué des civils, on a tué lorsqu'ils dormaient. Hier soir, il y a eu au moins 56 morts dans la bande de Gaza, notamment dans le quartier de Chat. Et c'est tous des civils, dont 16 enfants. On a aussi, maintenant, on est en train de pousser à la population à la famine. Et le programme alimentaire mondial a déclaré aujourd'hui que les stocks de nourriture sont épuisés. Oui. Ça veut dire dans 24 heures, 48 heures, la population de Gaza n'aura plus quoi de manger. Ça veut dire, la famine, c'est également, affamer la population, c'est également un crime de guerre. L'eau, etc. Et on a effectivement un système mondial les États-Unis qui viennent de lever l'immunité sur l'UNRWA, qui est l'agence onusienne. Donc on est face à un système mondial qui est complice. Et heureusement qu'il y a cette initiative évoquée par Gamel, les sociétés civiles, les associations, la jeunesse aussi, parce qu'il y a beaucoup de manifestations en Espagne, en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, les universités qui se sont solidarisées pour dire qu'un autre monde est possible, même si, comme on le voit
dans les images, 70% de Gaza a été rasé, complètement rasé. Très bien, merci Faisal. Je pense qu'il est important, messieurs, de rappeler également toute cette campagne de désinformation autour de ce génocide qui se déroule à Gaza, ces médias occidentaux qui jouent sur les mots, qui jouent sur les images, qui jouent avec ces images et ce nombre de personnes assassinées. Les fake news, justement, on en parle. Il en a été question cette semaine à Alger, l'Algérie qui s'engage à lutter contre la désinformation et les fake news qui menacent la sécurité des États. Il en a donc été question cette semaine lors des travaux de l'atelier régional du bureau de liaison pour l'Afrique du Nord et du comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique. Alors on va tout d'abord, si vous le voulez bien, tenter de vulgariser la chose. Quelles peuvent être, Faisal, les répercussions des fake news et de la désinformation sur la stabilité et la sécurité des États? Oui, parce que dans cette réunion qui est très importante, on a vu le général Rochdi Pethi Moussaoui, qui est le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, évoquer les dangers des fake news. Parce qu'on constate aujourd'hui, on a déjà évoqué par le passé, notamment en parenthèse le système Pegasus qui est développé par le Mossad israélien. Le Mossad, il a un service spécial pour les fausses informations, pour les fake news, et qui cible certains pays, dont l'Algérie, des pays qu'il considère comme des pays hostiles. Et le général Pethi Moussaoui a eu une phrase très importante en disant que notre lutte contre la désinformation n'est pas une simple question médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité des États africains. Parce que c'est vrai qu'on a vu ce système notamment à l'occasion des élections. C'était le cas notamment au Kenya, c'était le cas en Côte d'Ivoire. Les Côte d'Ivoire ont passé à la guerre civile. On avait vu ça aussi au Cameroun, au Tchad et au Madagascar, etc. Donc les fake news, les fausses informations peuvent donc pousser à des manipulations qui peuvent être dangereuses pour la stabilité des institutions, pour semer le doute, parce que le doute est aussi un cancer lorsqu'il est semé au sein d'une société qui sont parfois fragilisées. Donc cette réunion est importante parce qu'il s'agit de travailler en commun, parce que ce n'est pas uniquement l'Algérie seule qui peut lutter, mais ce sera un travail. L'Algérie a les moyens de le faire, mais ce serait bien de le faire dans un cadre africain, parce que de toute façon l'Afrique, et tous les experts le disent, et avec le monde arabe et musulman, est la principale cible des fake news, des usines de fake news qui sont éparpillées un peu partout et qui développent des trolls, qui développent ce qu'on appelle les mouches électroniques, etc., pour susciter des conflits, pour susciter des actes de rébellion, pour susciter beaucoup de choses qui peuvent déstabiliser les États. Très bien, alors on parle même de guerre informationnelle. Je vous propose justement d'écouter le général Moussaoui. L'Algérie, et de par son ancrage africain profond, demeura à l'avant-garde des efforts de défense de la stabilité du continent. Notre lutte contre la désinformation n'est pas une simple question médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité de nos États africains. Il est de notre devoir à tous de poursuivre l'action commune pour assurer l'avenir de notre continent face à ces graves menaces. Ce combat n'est pas un choix, mais une obligation dictée par notre responsabilité historique de protéger nos pays et nos peuples contre les tentatives de déstabilisation et de désintégration. Badis Khnissa, aujourd'hui, la lutte contre la fake news est un combat synonyme de stabilité. Au-delà du combat synonyme de stabilité, c'est aussi comment trouver une stratégie commune, puisque nous parlons d'une réunion stratégique et d'ailleurs qui marque la confiance apportée envers l'Algérie pour justement organiser ce type de réunion qui place l'Algérie comme en avant-garde, notamment de cette lutte acharnée au quotidien, puisque nous sommes en train d'évoquer une guerre nouvelle génération, une guerre d'information, de fake news, qui a pour but, au-delà de la déstabilisation, mais aussi de semer la discorde, la division et faire chuter des États-nations notamment. Nous l'avons vu par le passé. Sauf que nous avons aussi assisté à une espèce de mutation de cette guerre de l'information, de cette guerre de la désinformation, à savoir l'apport de la technologie, que ce soit les réseaux sociaux, mais pas que. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoquer aussi l'intelligence artificielle comme levier aussi, qui peut parfois jouer des tours pour certains pays, quand on fait les fake news, notamment avec les montages vidéo et autres. Donc vous voyez bien qu'il y a un danger, je dirais, singulier, mais surtout aussi majeur,
qui planent, notamment sur les pays et sur l'Afrique y compris, puisque l'Afrique est ciblée, et l'Algérie également en premier lieu, puisque cette locomotive qui peut apporter effectivement son expertise et aussi sa bienveillance, notamment dans cette lutte existentielle, comme l'a rappelé le général. Et puis, je reviens aussi sur un autre élément. Effectivement, on a évoqué les trolls, on a les bots aussi, diminutifs des robots, qui effectivement aujourd'hui, ce sont des logiciels qui se mettent en place comme telle une armée informatique, une armée digitalisée versus une armée physique qui se donne cet objectif justement de s'attaquer aux fondamentaux, s'attaquer à cette cohésion que parfois nous avons entre le peuple et ses dirigeants. Donc c'est très important, c'est très névralgique comme axe principal sur lequel nous devons nous attarder. Et puis, vous savez pertinemment que ce type de guerre obéit à des agendas occultes, puisque nous avons vu parfois l'emplacement, les sources des attaques, des cyberattaques ou autres, se font à travers des pays hostiles qui veulent effectivement créer la zizanie. Et puis peut-être je conclurai là-dessus rapidement, même si le sujet est très important et très dangereux aussi, c'est que pour faire court, il faut gagner la guerre avant la guerre. Et aujourd'hui, c'est à quoi s'attelle l'Algérie aux côtés de ses partenaires, notamment en Afrique, pour pouvoir y remédier. Encore une fois, c'est une guerre de longue haleine, une guerre difficile, mais pas impossible. Gamal Abina, avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'il est plus que jamais nécessaire de sensibiliser les populations, notamment les jeunes générations, pour lutter contre ces fausses informations? Oui, c'est compliqué parce qu'il y a eu trois grandes fake news qu'on peut retenir récemment. C'est Timișoara, pour faire tomber le dernier régime communiste en Roumanie. Ça a été l'Irak, soi-disant, des Saddam Hussein qui tuait les enfants dans les couveuses. Ça a été la Libye. Kadhafi devait envoyer l'armée pour détruire, soi-disant, son propre population. Ça, c'est les grosses fake news sur lesquelles l'Occident ne revient pas. Par contre, ils attaquent beaucoup la Chine et la Russie, ces questions-là. Mais les fake news, c'est quoi? C'est déstabiliser des pays, c'est truquer les élections, avec de fausses informations, ça a été dit, et c'est surtout faire en sorte de transformer, de créer des conditions de tension interne dans les pays pour pouvoir les contrôler. Donc, effectivement, il faut faire attention. Prends un exemple très concret, ce qu'on appelle le deepfake. Deepfake, c'est quoi? C'est de l'image fausse, où on met le visage de quelqu'un dans des situations qui n'ont rien à voir avec lui. Donc ça veut dire qu'il faut être capable aujourd'hui avec des instruments modernes de détecter les fausses images, les manipulations grossières. Parfois elles sont très bien faites et c'est dangereux parce que très rapidement déjà avec des fake news grossières de l'époque, on a réussi à vendre des guerres. Imaginez aujourd'hui le risque. Parce qu'aujourd'hui on peut transformer l'image, on peut transformer la voix. Avec l'IA c'est pire encore. Si je vous fais par exemple votre voix, vous dites je crois au Père Noël, on peut le faire facilement. Donc il faut être très vigilant. Et ceux qui sont les spécialistes de cela malheureusement, c'est l'entité sioniste. Eux, ils ont des laboratoires pour ça et ils font super bien le travail. Je donne un exemple très concret, vraiment très clair par rapport au peuple. Moi, je suis attaché au peuple. Sur les réseaux sociaux, vous avez des faux Algériens qui insultent des faux Marocains ou des vrais Marocains et vice-versa. Et ceux qui claquent les deux mains, c'est qui? C'est les sionistes parce qu'ils parlent arabe couramment, certains d'entre eux, et ils disent on va créer la zizanie chez eux. Eh bien moi je pense qu'il faut faire très attention à cela et dire aux jeunes, soyez vigilants, ne faites pas confiance à une photo ou à un nom qui semble d'origine maghrébine, c'est souvent un étranger qui cherche à créer des tensions entre les peuples. Et les peuples, j'y suis attaché, ne tombons pas dans le piège. Badis, le fact-checking, c'est important. Très important, et d'ailleurs je m'adresserai de cette tribune à nos compatriotes et nos concitoyens, c'est aussi votre guerre, c'est votre lutte effectivement, puisque on parle de mesures, il y a des mesures collectives effectivement qui sont à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, il y a aussi des mesures individuelles qui sont à notre échelle, à savoir par exemple ce qu'on appelle l'hygiène de vie numérique, c'est-à-dire effectivement le fact-checking, vérifier les sources, comparer effectivement les sources d'informations, vérifier la véracité de ces informations, et ça, tout simplement, ça à notre échelle, à l'échelle des citoyens. Très bien, merci messieurs Mehdi, un dernier mot. C'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Hebdo Show revient pour une dernière partie, mesdames et messieurs, et pour cette partie, on va parler culture entre 7e et 4e art avec nos invités du groupe Tinit, Youssef Bouzidi et Hassan Zemrani. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également vous, Nariman Zekar. Bonsoir, Nariman. Bonsoir Noured, bonsoir à tous messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Mehdi aujourd'hui est très en forme, comme vous pouvez le constater, Nariman. On a eu droit à ça toute la soirée. Alors l'Algérie rayonne en matière de culture. Côté 7e art, l'école tchèque de Prague s'invite à Alger pour un renforcement des échanges artistiques. Alger a également été la capitale mondiale de la musique symphonique cette semaine. Exactement. Alors la semaine passée, on a parlé d'une très bonne semaine économique pour l'Algérie. Cette semaine, c'est plutôt une très bonne semaine culturelle avec diverses
activités qui ont mêlé 7e et 4e art. Très belle transition, hein, comme vous pouvez le voir, Mehdi. On commence avec le cinéma. Cette semaine, on a l'école de cinéma de Prague, qui est une institution très prestigieuse, qui s'est invitée à Alger pour un voyage cinématographique et créatif, un événement qui a réuni des professionnels de renom dans le domaine cinématographique. Pardon ? Nous voyons M. Metaoui sur la fin. Oui, M. Metaoui qui est à deux endroits en même temps. Donc un événement qui a réuni des professionnels de renom dans le domaine cinématographique, notamment des réalisateurs, des producteurs, des enseignants et des experts, dont M. Metaoui qui est avec nous. L'objectif étant de renforcer les échanges artistiques et de promouvoir la formation des jeunes talents algériens dans le domaine du cinéma. D'ailleurs, Faisal, on peut dire que ces rencontres s'inscrivent justement dans la dynamique encouragée par le président Abdelmajid Tebboune de développement des industries culturelles, en particulier l'industrie cinématographique. Absolument, la Prague Film School est l'une des meilleures écoles de cinéma au monde. C'est parmi les 10. Et les responsables de cette école sont venus en Algérie signer, comme on le voit à l'image, une convention avec notre école, l'Institut supérieur de Qléa, qui porte le nom de M. Hamina. Entre parenthèses, c'est le 50e anniversaire de la Palme d'Or pour le film Chronique des années de Brest de Hamina, qu'il a eu en 1975. Et donc cette signature est importante. Pourquoi ? Parce que l'école nationale, l'Institut supérieur du cinéma, c'est le premier depuis l'indépendance de l'Algérie. Et ça, ça fait partie des engagements du chef de l'État. Va avoir une convention pour renforcer la coopération avec cette grande école qui reçoit 35 des élèves de 35 pays et qui est la seule école qui apprend sans théorie. On vous dit, vous apprenez du cinéma dans le terrain. Avec la pratique. Avec la pratique. Un étudiant, aujourd'hui, cette semaine, il filme, il fait la captation. L'autre semaine, il fait le son. Après, il va écrire le scénario, etc. Comment on va donner les images. Et donc, c'est très important pour nos étudiants d'apprendre avec ces écoles. Il y aura peut-être d'autres accords ou d'autres écoles dans le monde, parce qu'il y a quand même d'excellents accords, écoles dans le nord de l'Europe, en Suède, en Russie également, en Belgique, pour donc justement avoir les scénaristes du futur de Liban. Très bien, alors on continue avec notre programme culturel très riche cette semaine. Côté musique, Alger a résonné au rythme de la 14e édition du Festival culturel international de musique symphonique qui avait le Venezuela comme invité d'honneur pour cette année. Et tout au long de la semaine, les plus grands orchestres du monde ont fait valser l'opéra Mahidine Bashtarzi d'Alger, dont les différents... Boualem Bessaïh, pardon, oui, l'opéra Boualem Bessaïh d'Alger, dont les différents orchestres algériens qui ont accompagné les plus grands sur les scènes de l'opéra, une consécration qui a donc permis à l'Algérie de s'affirmer sur la scène musicale internationale en lui donnant une place à la hauteur de sa grandeur dans les grands événements musicaux. Et en parlant d'événements musicaux, l'Algérie ne va pas cesser de vibrer cette semaine non plus avec des rythmes de jazz cette fois au théâtre Mahidine Bashtarzi qui vous invite à célébrer le 30 avril prochain la journée internationale du jazz avec au programme un concert qui va réunir 3 groupes émergents de la scène musicale algérienne pour une célébration vibrante de cette forme d'expression artistique mondiale dont le groupe Tinit qui est instigateur de cet événement. Youssef Bouzidi, vous me regardez, je vais commencer avec vous pour la première question. Comment est-ce que vous est venue l'idée de célébrer le jazz ici en Algérie ? Alors, d'abord, bonsoir, merci de nous avoir invités. On est très heureux de parler de cet événement. Faut savoir que c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition c'est la succession de la première qui était aussi une initiative personnelle, c'est-à-dire on a décidé de célébrer le jazz entre passionnés. La première édition s'est déroulée à l'OREF au Petit Théâtre. Avec le groupe Steps, c'était pas Ténit, c'est une formation que j'accompagne aussi et qui va faire partie de l'affiche pour le 30 avril prochain. Et du coup, on a vu que ça a bien marché, il y a eu un engouement, il y a eu une belle manifestation. Donc on s'est dit, pourquoi pas ne pas récidiver cette fois-ci, en voyant les choses un peu plus grandes, avec un peu plus d'ambition, vu que là, ça sera le OTANA, c'est une bien plus grande salle que le petit théâtre. Il y aura trois formations à l'affiche. Et à terme, on vise que ça devienne un rendez-vous annuel. Voilà. D'ailleurs, Hassan Zamarani, est-ce qu'on peut dire que le jazz a son public en Algérie ? Je pense que le jazz a son public un petit peu partout dans le monde parce que c'est une musique qui est quand même assez... qui n'a pas de forme, qui n'a pas vraiment de forme établie. Donc elle puise ses inspirations et ses influences
à travers le monde, à travers les cultures, à travers les terroirs sonores et puis peut-être aussi landscape, les trucs qu'on peut voir et qu'on peut écouter. Et donc du coup, je pense que oui, le jazz a sa place et a beaucoup de consommateurs chez nous. Par le passé, j'avais recouvert le festival de jazz de Constantine, d'Ima Jazz, avec Zoher Bouzid, qui n'existe plus d'ailleurs actuellement, malheureusement. Oui, malheureusement, justement, c'est un plaidoyer que je vais faire personnellement pour ce festival. J'ai couvert une dizaine d'éditions et je peux confirmer, Hassan, qu'il y a effectivement un public du jazz. Un public du jazz amateur qui aime le jazz parce que ce festival a accueilli les meilleures formations musicales au monde. Ils sont venus à Constantine, donc la salle Zénith Ahmed Bey de Constantine. Chaque soir, c'était Archicamp. Chaque soir, c'était des belles soirées. Et effectivement, je rejoins l'appel de Hassan, un plaidoyer pour que ce festival revienne. Parce qu'il faut noter que le Dima Jazz de Constantine a permis à la ville de Constantine d'être considérée comme l'une des villes du jazz au monde à travers l'UNESCO. Donc autant ne pas perdre cette occasion et reprendre ce festival le plus rapidement possible. Ce qui est aussi incroyable avec cette musique, c'est que ça reste quelque chose qui est en adéquation complète avec son temps et son espace. Donc ça ne cesse jamais d'évoluer, donc on ne peut pas ne pas être en phase avec cette forme d'expression musicale. C'est vrai, c'est la signification de la liberté musicale. Exactement, on parlait justement tout à l'heure du festival de la musique symphonique. Youssef, en quoi c'est important pour vous, en tant que jeune musicien, d'organiser ce type d'événement culturel ? Je dirais pour moi personnellement, je pense d'abord parce que je suis passionné, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée et qui m'a accompagné durant et qui m'accompagne toujours au fur et à mesure des rencontres, des expériences, et je pense que c'est pareil pour nous tous, pour Hassan aussi, qui aussi fait partie de mes influences, et Hassan est un de mes mentors et un de mes portes d'entrée pour ce qui est du jazz. Donc tout d'abord la passion, et puis je crois très fortement au pouvoir de médiation que peut avoir ce style de musique, parce que comme le disait Hassan, c'est une musique qui existe à travers le métissage. Et historiquement, c'est une musique qui a toujours existé en se mélangeant à d'autres styles et en évoluant perpétuellement. Donc le pouvoir médiateur de rassembler les gens peut-être autour d'un style qui ne connaissent pas forcément ou qui ont beaucoup de préjugés. On a joué par exemple il y a 2 ans à CD Blabbass. Et on était surpris de voir un public qui était féru de cette musique, qui était complètement... De prime abord, ils avaient l'air un peu perdus, ils avaient l'air de s'être trompés de spectacle, mais au fur et à mesure, ils étaient vraiment attentifs, ils applaudissaient. Curieux aussi. Très curieux. Et si on part du principe que si on fait une musique qui nous plaît nous-mêmes, on va forcément toucher au moins quelques-uns de nos semblables. Actuellement, c'est une passion ou c'est un métier? Non, c'est un métier pour nous deux. Actuellement, c'est un métier à plein temps. Donc, du matin au soir, vous ne pensez qu'à ça. Vous avez fait de votre passion votre métier. Exactement. Chapeau à vous. Ce qui est un engagement en soi, pas sur le niveau de choix de vie, c'est un engagement en soi Moi, ma passion, c'était le football. Mais mon poids, c'est pas possible. Mais voilà, mais vous... Le poids, peut-être l'âge aussi. Voilà, peut-être l'âge aussi. Mais chapeau à vous, en tout cas. Bravo à vous. Écoutez, merci, mais... C'est tout à notre honneur peut-être, mais c'est aussi un engagement pour montrer que c'est un terrain dans lequel on peut évoluer, dans lequel on peut s'accomplir en tant qu'être humain et en tant que passionné, mais aussi en tant que carriériste. D'ailleurs, on le sait, la musique, l'art et la culture en général sont des vecteurs importants de ce qu'on appelle le soft power. Ça permet aussi de réaffirmer notre identité en tant qu'Algérien. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de la musique algérienne, c'est le fait que ce soit un mix de plusieurs styles. C'est d'ailleurs ça, l'identité de votre groupe Tinit. Comment est-ce que d'ailleurs vous pourriez décrire l'expérience Tinit? Décrire l'expérience Tinit? Tinit, ça veut dire quoi? Très bonne question, Baptiste. Tinit, c'est une déesse punique, nord-africaine. C'était la déesse de la créativité et de la prolifération. Et donc du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire un parallèle déjà sur un premier axe pour dire que nous sommes partis totalement dans un truc qui est purement créatif. Donc ça nous ramène à ça. Et puis d'un autre côté aussi, vu le fait qu'on pousse un petit peu l'expérience musicale un petit peu trop loin parfois, je l'avoue, mais je me dis que ça nous permet d'avoir une accroche quand même culturelle et géographique aussi. C'est de la musique expérimentale.
Expérimental peut-être pas, ça reste de la musique qui est assez aboutie, qui est très très aboutie, qui est très très réfléchie aussi, et qui est convaincante à bien des échelles. Mais le processus créatif, quant à lui, reste quand même assez expérimental. Là, le jazz, c'est le domaine de la fusion, de la liberté. Oui, par le passé, je me rappelle qu'il y avait une expérience, parce qu'on peut penser comment on va mélanger le malouf avec le jazz. Côté Taati, qui est un groupe de Constantin, a mélangé ça. Donc il est possible, de mélanger dans le jazz tout ce qu'on veut, à condition d'être dans les règles. Bien sûr, ça reste une musique quand même qui est assez... c'est une musique de laboratoire, si on veut. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça, parce que à chaque fois qu'on se lance dans une résidence, c'est des sortes de laboratoires qu'on ouvre, et on expérimente plein de choses qui viennent d'ici et d'ailleurs, et après on peut ressortir avec des résultats qui sont aboutis ou pas, et on choisira au fur et à mesure. Il faut dire que le jazz aussi, c'est d'abord une musique populaire, on a tendance à l'oublier, mais on a tendance à élitiser, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs comme verbe, élitiser ce style de musique, alors que c'est d'abord une musique rassemblatrice et populaire. Qui est née dans les milieux afro-américains d'ailleurs. Exactement. Et contestataire aussi. Oui, très contestataire, qui puisse ses origines... C'est une musique purement contestataire et justement c'est un des objectifs d'essayer de proposer des événements comme celui du 30, c'est de casser ces préjugés que peuvent avoir des gens qui n'ont pas forcément accès à ce type de musique ou qui ont beaucoup de préjugés. C'est une musique, il faut venir pour le constater, mais ça peut aussi être très dansant aussi. Le jazz. Mais avant de faire du jazz, il faut quand même avoir une formation de base. Peut-être que l'un d'entre vous a une formation classique ou... Les deux, on est purement autodidactes. D'accord. Par contre, la formation ne se fait pas qu'à l'académie. Elle peut se faire sur le terrain. Et comme je fais souvent le parallèle entre la musique et le langage, pour moi c'est similaire à bien des niveaux. On ne va jamais apprendre à un enfant à parler en classe. Il va apprendre à parler en essayant d'imiter ses parents par mimétisme, pour survivre. Et donc, pour moi, la meilleure manière d'apprendre la musique, c'est d'abord par l'oralité, ensuite, bien sûr, renforcer avec de la théorie, mais d'abord apprendre à communiquer, quoi. Gamal avait une question pour vous. Oui, moi je ne suis pas du tout objectif parce que je suis un fan de jazz, donc je ne vais pas faire mystère. Ella Fitzgerald, Quincy Jones, George Duke, en passant par Ibrahim Malouf par exemple. Ça c'est une musique riche. Alors c'est bien de rappeler que c'était une musique d'abord de jeunes, parce que les gens ont tendance à penser que c'est une musique de vieux, élitistes bourgeois, c'est pas vrai. Après il y a des jazz, il n'y a pas un jazz. Bien sûr. Voilà, il y a des jazz très larges, mais il y a le jazz rock qui est plus rythmique. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée du jazz, moi ce qui me plaît, j'ai adoré le festival de jazz de Montreux. J'aimerais voir un festival de jazz en Algérie, l'équivalent de Montreux, où on reçoit les stars internationales. Ça peut se faire. Le jazz, effectivement, c'est une fausse idée qu'on a de se dire que c'est un truc un peu pompeux, un peu compliqué, un peu improvisé, ce qui n'est pas vrai. L'improvisation se fait au moment du concert, mais avant il n'y a pas d'improvisation, c'est très carré. Et c'est bien de rappeler que le jazz c'est comme le langage. On n'apprend pas à parler par les cours à l'école, on l'apprend dans la pratique. Et vous avez appris la musique et c'est les meilleurs musiciens en général qui en sortent. Là on voit par exemple un type comme Stanley Clarke que vous connaissez forcément, Marcus Miller. Ces gens-là sont brillants, c'est des stars internationales, peu connues du grand public, mais qui font le tour du monde. Chaque fois que je vois un concert de jazz, moi je suis complètement emporté parce que c'est un univers qui est créé. Et donc j'allais dire simplement, c'est qu'il serait formidable que vous puissiez, vous, à votre niveau, populariser l'idée selon laquelle le jazz est populaire, c'est vrai, expliquer qu'on peut faire des fusions, c'est facile, mais surtout expliquer que, avec d'autres standards, en faisant venir des célébrités par exemple, que l'univers jazz n'est pas interdit aux gens, bien au contraire. Et les Algériens, je parle des Algériens pour ma paroisse, sont très fans de ce genre de musique, contrairement à l'idée reçue encore une fois. Donc c'est bien d'en parler, de populariser, de faire la publicité de cela, et je vous félicite pour votre travail parce que c'est pas évident. Ce qui est cool aussi, c'est que des artistes algériens comme vous, il y en a plein et qui rayonnent aussi au niveau international. Et d'ailleurs, vous projetez une très belle image des talents de l'Algérie. Vous avez même eu individuellement l'occasion de participer à plusieurs événements musicaux internationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Hassan, je commence avec vous. Ça dépend de quelle expérience vous parlez, mais... tout au long de ma carrière, moi j'ai fait que ça. J'ai tout le temps essayé d'aller au-delà de ma frontière physique et au-delà de ma frontière aussi spirituelle, pour justement pouvoir découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir écouter de nouveaux sons, pouvoir partager, parce que
j'ai été à l'école pendant toute ma vie et j'ai appris que l'académie. Je suis parti à la fac, donc c'était tout le temps sur la feuille, tout ça. Et là, j'ai pu découvrir une autre façon d'apprendre. Avec l'orchestre méditerranéen. Avec notamment. l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, ça fait depuis 2018 que je suis une espèce de membre itinérant. Donc on va et on revient, mais on fait pas mal de tournées. C'est des sessions nomades qui se passent à travers tout le bassin méditerranéen. Et il y a eu ces expériences-ci, et puis il y a eu la Cité des Arts en 2021, il y a eu plein de résidences à travers le bassin méditerranéen, et c'est toutes ces expériences-là qui font le musicien que je suis actuellement. Et c'est aussi tout ça qui a donné après Ténit, qui nous a poussé, nous, à vouloir être créatif parce qu'on l'est déjà de base, mais à vouloir l'exprimer derrière et à pouvoir le concrétiser de manière définitive pour dire que voilà, maintenant c'est établi, on a notre truc, on a une espèce d'identité sonore qui est justement propre à ce territoire-là qui est le nord de l'Afrique. Et moi, je me concentre pas que sur le jazz d'ailleurs. Je vais au-delà pour pouvoir explorer, exploiter et m'exprimer autrement. Est-ce que vous pensez à un album, par exemple? On en a fait un, il est sorti le 5 février dernier, Ouais. disponible sur toutes les plateformes. Très bien. Sur le plateforme numérique? Bien sûr. Très bien. D'ailleurs, je profite de cette occasion en parlant de musique algérienne pour rendre quand même un hommage à la grande Badilallah, gardienne des traditions, aussi appelée mère spirituelle des Touaregs et l'une des figures artistiques les plus marquantes d'Algérie, qui est décédée cette semaine, laissant derrière elle un héritage culturel immense que nous devons protéger et sauvegarder par-dessus tout, Faisal. Absolument, Badilallah est une joueuse d'Imzad. Et vous savez que l'Imzad a été inscrit à l'UNESCO. C'est l'Algérie qui a pris l'initiative de le faire avec les pays du Sahel pour inscrire cet instrument qui est joué que par des femmes. Et Badilallah, personnellement, je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Tamanrasset, est une femme qui apprend aussi aux jeunes filles. Elle avait beaucoup de jeunes filles avec elle pour perpétuer la tradition. Donc effectivement, c'est une grande dame de la musique targhi, de la musique du sud algérien. Il y a des possibilités, vous le savez, de rencontres entre le jazz et les musiques du sud algérien qui sont très très riches, parce qu'on peut passer plusieurs heures à discuter des différentes musiques qui existent dans le grand sud algérien. D'ailleurs, Youssouf, quelles sont vos influences musicales nord-africaines? Elles sont très éclectiques, mais j'ai eu la chance d'avoir côtoyé un musicien qui était mon défunt oncle, Allah yarhamou, Chakib Bouzidi, parce qu'on a partagé. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait pile poil 3 ans qu'il nous a quittés, à l'âge de 37 ans. Et du coup, je me sens très chanceux d'avoir été bercé par des sonorités qui m'étaient complètement inconnues dès mon plus jeune âge. Et ça s'est fait vraiment progressivement. Il écoutait de tout, de Karim Ziad à Aznavour, à de la musique classique, à de la musique Diwan, parce qu'il était chanteur et joueur de Goumbri, leader du groupe Ifriqa Spirit. Donc j'ai été bercé par toutes ces sonorités, principalement la musique Diwan et la musique Chabi par le biais de mon père et mon grand-père, Allah yarhamou, qui était au pluriel fan de Chabi. Mon père l'est toujours. Je rends hommage personnellement à Chakib Bouzidi. Parce que je l'ai rencontré la dernière fois, c'était à Tarit. One Beat, c'était un grand concert organisé avec les Américains, vous savez, des musiciens américains qui sont venus jouer devant les dunes de Tarit. Et Chakib était parmi eux. Je pense que c'était le dernier événement. Exactement. Alors qu'il part très jeune, Chakib Bouzidi. J'ai suivi, d'ailleurs, j'ai été sélectionné pour la résidence, mais le voyant comme ça, j'ai pas pu y aller. Donc j'ai décliné l'offre et puis ça m'a permis de faire le programme aux États-Unis, d'ailleurs, par la suite. Donc j'ai rencontré plein de personnes qui étaient venues ici, pour participer à One Beat Sahara. Donc c'était la première édition de One Beat sur le sol nord-africain. En Afrique, carrément, ouais, parce que c'est un grand Baptiste, vous aviez une question? Non, juste un petit commentaire et puis un petit rappel, peut-être conseil, toute modestie gardée. D'abord, c'est toujours agréable et un honneur de voir des jeunes porter ce type d'art, notamment, puisqu'on parle de la musique adoucit les mœurs. Vous avez parlé tout à l'heure de langage, c'est un langage universel qui rassemble les nations, qui rassemble les cultures, qui rassemble les États, qui rassemble les peuples. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin en ce moment dans un état, encore une fois, du monde qui est complètement déphasé.
Donc je pense que vous avez cette lourde tâche et responsabilité au-delà de votre art. On voit qu'il y a une passion, il y a une volonté, il y a une détermination, un engagement. Moi, je pense qu'il faut garder en tête que vous êtes aussi des diplomates, en quelque sorte. Vous êtes des ambassadeurs, notamment de la culture algérienne. Badis ne perd pas le nord. Jamais. Vous êtes des ambassadeurs culturels et rien que pour cela, rêvez grand pour vous, mais aussi pour l'Algérie. C'est exactement ce qu'on fait à chaque fois qu'on est à l'international. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Et ni moi ni Youssef avons choisi avons fait le choix de ne plus revenir en Algérie parce qu'on a eu en maintes fois l'occasion de le faire. Mais moi je me dis que je représente, et lui aussi je pense que je représente mon chez-moi, que je représente ce que je suis, ma culture, mon identité, et je le revendique pleinement. Et je m'inscris vraiment dans ce vecteur d'ambassadeur, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, c'est sur ces belles paroles de Hassan Zamrani qu'on va clore cette émission, mesdames et messieurs. Merci donc à vous, Hassan Zamrani. Merci à vous également, Youssef Bouzidi. Je rappelle que vous faites partie du groupe Tinit. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. À samedi prochain. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.